Allô tout le monde, ici Marie-Lou Wolfe. Aujourd'hui, j'ai reçu chez moi le réalisateur Philippe Falardeau. Puis je vais être honnête, là, j'étais un petit peu stressée avant qu'il arrive parce que je ne le connaissais pas beaucoup. Mais après notre belle discussion, je pense que je peux même dire qu'on est devenus des amis. Philippe, c'est un réalisateur qui est passionné, un grand créateur avec un parcours fascinant et tellement inspirant. On a eu vraiment du fun à parler de création, de notre métier commun de réalisateur qui est assez stressant, merci, et de la réalité actuelle du cinéma québécois. On a même jasé de cette pudeur qu'on a tous les deux à montrer nos films à nos enfants. Bref, une rencontre inspirante comme je les aime, qui, je l'espère, va vous donner envie d'écouter plein de bons films québécois. Bienvenue chez moi. Alors, salut. J'aurais jamais imaginé recevoir Philippe Falardeau chez moi. Pourquoi? C'est moi qui vais t'interviewer. Pourquoi? Parce que tu m'intimides. Pourquoi? Je sais pas. Je pense que tu m'as déjà dit ça, puis je t'avais répondu que tu n'avais pas de raison. Je sais pas ta vibe, tu m'intimides, je t'admire, j'aime ta carrière, t'es mystérieux. Ah bon? Ouais. Non? C'est pas la première fois qu'on dit ça, quand même? Mystérieux, oui, tout à fait. Ah ouais? On dit quoi, d'habitude? En fait, je pense que plus qu'on apprend à me connaître, plus qu'on découvre des choses qu'on ne soupçonnait pas. Par exemple, je passe énormément d'heures de ma vie devant le sport, à télé. C'est quel sport tu suis? J'ai des billets de saison pour le CF. J'en ai eu longtemps pour les Alouettes de Montréal. Je suis le hockey, la NFL, la CFL. OK. Toute la patente. Wow! Puis ça, à cause de mon côté peut-être plus, je sais pas moi, intello ou nerdy, les gens s'imaginent pas ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai toujours rêvé de faire un film qui se passe dans le milieu sportif ou autour d'une équipe sportive. Mais non, je pensais pas dégager... Mais moi, en revanche, je trouve toujours trouvé ça assez étonnant que tu puisses faire autant d'affaires différentes et réussir dans à peu près tout. Je veux dire, ça aussi, ça a été, de mon côté, une admiration que j'ai par rapport à toi, parce que être devant la caméra, derrière la caméra, c'est deux métiers, mais complètement mais différents. Je les fais pas en même temps. Tu les fais pas en même temps, mais tu as fait de la série, tu as fait du cinéma, devant la caméra, là, tu animes ça. Tu es très polyvalente, tu es curieuse. C'est gentil, mais je pense que tu l'as dit, c'est que je suis curieuse. Ouais. C'est juste ça. J'aime toucher à plein d'affaires. Mais je pense que la vie aussi est longue, hein, dans le sens que c'est le fun de pouvoir toucher à plein de choses. Chez toi, tu aimes les sports, tu aimes le cinéma, là, même on va aller sur ton passé, même tes premiers amours. Je trouve ça intéressant quand même, le parcours de quelqu'un. Mais avant qu'on commence, là, je veux t'offrir, parce que Tréma, c'est notre partenaire. Puis il nous offre du café latte. Fait que je suis déjà caféiné. Oui, mais je l'aime leur drink, mais moi, si je prends d'en prendre un deuxième dans la journée, je ne dormirai pas la nuit. OK. Et comme je dors déjà pas, comme je suis déjà quelqu'un qui fait beaucoup d'insomnie, sérieux? je vais passer, D'accord. Je l'aime leur café. Mais santé quand même. Santé. Santé. À cette rencontre inusitée pour moi. Fait que c'est quoi ton plan B, toi, quand ça ne marchera plus comme job? Ça. Plein d'autres choses, c'est-à-dire inventer des projets. Plan B... Mais y a-tu un plan B? Y a-tu un truc que tu t'es dit, moi, j'aurais aimé ça faire ça dans la vie, mais probablement je le ferai jamais, puis c'est tellement différent de ce que je fais, c'est pas du tout dans le même domaine. Peut-être la décoration intérieure ou des flips immobiliers. Okay. Tout ce qui est comme immobilier, je pense que ça m'intéresse quand même. Guide safari, guide de voyage. T'as-tu beaucoup voyagé, ça? Quand même. Fait que, ça, toi, c'est quoi ton plan B? Mon plan B, c'est très fantasmé, mais ça avait été longtemps archéologue. Je serais retourné faire des études. C'est ça que je voulais faire, archéologue. Mais tu as fait des études en sciences politiques. En sciences politiques. Mais rapidement, je me suis dit, c'est peut-être pas là-dedans que je vais finalement aboutir. Puis j'étais très autodidacte en archéologie, beaucoup lu là-dessus. Puis après ça, quand ma carrière de cinéma a été lancée un peu par une série d'accidents, je gardais toujours en tête l'archéologie beaucoup plus que la politique. La politique, rapidement, j'ai compris que j'étais heureux de ne pas en faire, certainement. Quand tu étais aux études? Non, un petit peu après, quand j'ai découvert tourner, le cinéma, tout ça, je me suis dit, OK, j'ai vraiment fait la bonne chose en bifurquant. Puis ça a été une décision à prendre, de comprendre que je n'étais pas au bon endroit, puis d'aller ailleurs. Et d'ailleurs, 2 de mes films portent là-dessus, sur ce qu'on fait bien, mais ce qu'on souhaiterait faire dans la vie. Puis à un moment donné, j'ai pris la décision de, OK, je prends le risque de me lancer en reportage, télévision, cinéma.
alors que j'ai étudié en sciences politiques, puis Mais j'avais pas c'était quoi le d'expérience déclic? là-dedans. Qu'est-ce qui t'a amené Ben, le comme premier déclip, ça a été la la course course, Destination mais Monde. qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire à la course Destination Monde? Si tu sortais d'études en politique, là. C'était deux choses. Le goût du voyage, davantage que de dire je vais faire des films, parce que je savais pas faire des films, mais j'essayais... Et enfant, est-ce que tu étais un tripeux avec une petite caméra? Oui, on prenait la caméra de... Mon frère et moi prenions la caméra 8 mm de mon père, puis il nous avait appris à couper la pellicule, puis à faire des petits montages. Ah oui, enfant, tu faisais ça. Oui, on faisait ça. C'était du 16 mm, C'était, non, c'était du 8 mm, okay. là, Kodachrome. Puis après ça, puis on tournait ça surtout au chalet. C'était des scénarios qui n'avaient pas de sens. On a même fait un film qui s'appelle Jaws, au lac Gauvreau, où une espèce de monstre sous-marin faisait disparaître les enfants qui se noyaient. Et je me souviens, sur la pellicule finie et montée sur le boîtier, j'avais écrit Jaws, mais je l'avais mal épelé, j'avais écrit Jawaz. Fait que ça, c'était mon premier film. Et après ça, ben mon frère s'était acheté une première caméra vidéo, puis lui, il tournait beaucoup, puis je m'amusais avec lui à faire des petits vidéos. Mais c'est lui qui avait l'expérience, puis c'est lui qui a étudié là-dedans. OK. Oui. Alors moi, j'ai appliqué pour la course. Lui, plus jeune ou plus vieux? Il est plus jeune. Il est plus jeune de 2 ans. Il est directeur photo. Oui, je connais. Moi, j'avais posé ma candidature pour la course pour rêver de faire la course, pas pour la faire. De la même manière qu'on achète un billet de loterie, on se dit pendant une semaine, OK, qu'est-ce que je vais faire avec 3,5 millions? Mais on sait qu'on ne le gagnera pas. Mais ça nous permet de rêver. Et là, j'avais fait un peu la même chose, mais à ma grande surprise, j'avais passé les différentes étapes. L'autre raison pour laquelle j'avais posé ma candidature, c'est que je m'étais dit, j'ai une certaine sensibilité vis-à-vis les autres cultures. J'ai une certaine curiosité, j'ai une certaine aptitude à raconter des histoires, à faire des présentations orales. Bon, j'aime la science politique, j'aime plein d'affaires, mais j'ai toujours l'impression que toutes ces qualités-là sont parallèles, sont en silo. C'est quelle expérience qui pourrait me forcer à les mettre en action ensemble? Puis là, la course, t'as pas le choix, tu fais tout. Tu pars, t'affrontes l'inconnu, tu gères ton horaire, tu gères ton argent, tu tournes, tu montes, tu fais le son, tu trouves la pharmacie toi-même quand t'es malade, tu te sors de situations. Bon, alors, c'est tous tes sens puis tes qualités sont mises à partie en même temps. Puis je trouvais que c'est une des rares, et à ce jour, une des rares expériences qui m'ont forcé à faire ça. Et tu l'as gagné. Oui, mais ça, je te dirais que c'est un peu accessoire. Sinon, de dire... Moi, je pense que je l'ai gagné. Je pense pas que j'étais le meilleur de ma cohorte. Pas du tout. Mais je pense que je suis celui qui a commencé le plus bas là, à faire des films vraiment poches. Puis qui a graduellement trouvé sa manière de filmer puis sa voix. Et je pense que c'est cette progression-là qui a fait que j'avais peut-être la faveur des juges. Je sais pas, c'est une théorie avec le temps, là, tu sais, quand je réfléchis à ça, je pense que c'est ça. Fait que tu t'es découvert, là. Quand tu as fait la course, tu as dit, OK, moi, finalement, j'aime vraiment ça. J'ai les mains dedans, puis je veux continuer. Oui, parce que j'avais pas de voix, je pouvais pas chanter, j'étais exécrable en dessin, je jouais pas d'instrument de musique, puis tout ça me faisait dire, c'est comme zéro côté artistique. Mais quand je finissais mes films dans les chambres d'hôtel en repoussant les coquerelles sur ma petite table de travail, le plan de montage... C'était pas un tableau, c'était pas une œuvre d'art, puis mes découpages, mes petits dessins, c'était des bonhommes allumettes, mais je savais que tout ça allait faire une petite œuvre. Et j'avais le réflexe de juste signer le plan de montage à la fin, ça faisait 12-15 pages, puis je le signais comme quelqu'un signe à un moment donné un poème ou un tableau. Puis en revenant, je me dis, OK, c'est ça ma manière à moi de m'exprimer. Tu sais, ça va être ça. Je pense que je peux continuer là-dedans. Puis après, quand tu es revenu, puis que, parce que là, tu as réalisé plusieurs films, tu as une carrière quand même vraiment intéressante. Parce qu'on va en parler, mais tu es même allé aux États-Unis. Tu as comme une carrière atypique. Ton chemin, toi, avec la course, tu as déterminé un peu, justement, tu en as parlé de tes sujets. Comment ils sont venus? Parce que toi, tu participes quand même beaucoup au scénario. Tu écris, tu as envie de dire des choses. C'était quoi un peu qui a alimenté ton goût de faire du cinéma dans les premières années? Après la course. Là. C'était pas un élan réfléchi ni viscéral. Parce que, par exemple, si je compare à d'autres collègues de mon âge qui ont fait les écoles de cinéma,
qui, eux, rêvaient de faire ça depuis longtemps. Ils ont une espèce de drive qui les propulse depuis l'enfance. Moi, dans l'enfance, j'aimais le cinéma, j'aimais aller voir des films américains ou des films français au cinéma Vendôme, à Gatineau, mais c'était inconcevable que je fasse du cinéma. Donc, après ça, c'est venu de « Ah oui, OK, il y a cette opportunité-là qui se présente. Je le fais. » Et ça t'amène comme dans la prochaine station de train, dans la prochaine ville ou le prochain pays. Puis là, tu regardes la destination sur les tableaux qui flippent, tu sais, les vieux tableaux de train en Europe. Et là, tu dis « Wow, OK, il y a une destination intéressante, puis il y a un train qui arrive. Je saute dedans. » Ben, ça a été plus cette... parce que de la course, on m'a permis de faire un premier documentaire à l'Office national du film. Puis après ça, je voulais en faire un deuxième sur mon colocataire qui était au chômage. Et je trouvais que sa dégradation psychique était intéressante à documenter à une époque où le taux de chômage était très élevé, mais pas seulement pour les gens de la classe ouvrière, mais beaucoup pour les gens qui avaient des diplômes. Et heureusement pour lui et malheureusement pour moi, il s'est trouvé une job. Et après ça, j'ai proposé de faire un faux documentaire au producteur, de réécrire tout ça, mais en fiction. Donc, d'une idée de documentaire, je suis passé par accident à de la fiction sous la forme d'un faux documentaire. Et après ça, les projets se sont un peu enchaînés parce que Frigo Voyage est allé en Belgique dans des festivals. J'ai rencontré des Belges. On a commencé à brainstormer sur un projet de film. Et là, est né Kongorama. Ça fait un projet en a engendré un autre. Et à un moment donné, c'est beaucoup plus tard que l'angoisse de « Oh boy, ça va être quoi le prochain? » est venue. Au début, j'avais pas cette angoisse-là parce que les choses s'enchaînaient, parce que j'avais pas de famille, parce que tu pouvais passer 1 an et demi, 2 ans, 3 ans sans trop de revenus, mais sans trop t'en faire. Tu sais. Alors que là, il y a comme une espèce de roue qui doit tourner, qui n'est pas la même, puis qui ne soulève pas les mêmes appréhensions. Puis après Kongorama? Ben, après Kongorama, j'avais un livre, moi, que j'avais lu avant même de savoir que j'allais faire des films qui s'appelait « C'est pas moi, je le jure » de Bruno Hébert. Et j'avais approché l'éditeur. J'avais pas fait de film encore. Et l'éditeur m'avait dit « Les droits viennent d'être vendus. » J'avais appelé la productrice. La productrice a dit « Ah, écris-moi un traitement. » Ah ouais. Et là, je vais te... Non, je pense pas. Je ne tente pas d'écrire un traitement pour convaincre quelqu'un que j'ai le goût de faire ce film-là, qui aurait été un film très personnel, puis ça me touchait. C'est une histoire d'enfance où l'enfant cherche un peu sa place dans le monde. Et là, finalement, j'ai fait 2 longs métrages. Les droits sont redevenus disponibles entre-temps. Et entre-temps, Bruno Hébert avait écrit un 2e roman, Alice court avec René. Et là, j'ai comme un peu fusionné les 2 romans. Et là, j'étais prêt à écrire ce film-là que j'aurais jamais été capable d'adapter. Des années avant. Des années avant. Donc, c'était une bonne chose. Tout à fait. Wow. Et après ça, pendant que je finissais, j'étais allé voir la pièce de théâtre Bachir Lazare. Puis encore une fois, moi, je n'étais pas en recherche active de prochains sujets. Et là, je suis frappé par cette pièce-là. Je suis extrêmement ému et je vois le film en regardant un comédien sur scène jouer la pièce parce que c'était un comédien, ça durait 1h15. C'était Denis Gravreau. Et en sortant, je croise mes producteurs, Luc Derry et McCraw, et je leur dis « On fait ça. » Puis on dit « Je n'ai pas sûr de comprendre, là. On vient de voir une pièce à un personnage. » J'ai dit « Non, c'est comme « On fait ça. » Ça semble simple, ça ne l'a pas été, l'adapter après. Mais j'ai travaillé avec Evelyne et c'est devenu M. Lazare. Et M. Lazare là, a ouvert des portes à cause de son succès, qui a été un succès personne n'a prédit ce succès-là. Tout le monde pensait que le film allait recevoir une certaine estime dans les salles de répertoire ici, au Québec, peut-être dans quelques festivals. Moi, je priais pour 3-4 semaines au cinéma parallèle à l'époque. Et là, ça a un peu explosé partout sur la planète. Puis là, ça a ouvert d'autres portes auxquelles je n'avais ni souhaité, ni... Non, c'est même pas quelque chose que j'envisageais. Parce que pour ceux qui ne se rappellent pas, M. Lazare a été nommé aux Oscars comme meilleur film étranger. Là. C'est ça. C'est capoté. Et là, tu te retrouves dans une situation où tu es courtisé par des agents. Et parce que c'est comme ça que ça se passe, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est-tu bien différent, dans le fond, le monde américain? Ce qui est différent, c'est que le lieu de financement est complètement ailleurs. C'est privé. Ils ont pas ça n'existe pas, ce deck téléfilm, crédit d'impôt. Il existe des crédits d'impôt au niveau des États. Et là, ça amène les tournages, mais il n'y a pas de subvention. Et donc, ce qui finance le film, c'est la présence d'acteurs connus. Et donc, le pouvoir est entre les mains des acteurs. Capoté. Et de certains producteurs qui peuvent appeler n'importe quel acteur. Alors, le focus du pouvoir n'est pas au même endroit. Donc, une réalisatrice ou un réalisateur qui
un bon rapport avec les acteurs ou qui permettent aux acteurs de se démarquer, d'aller aux Oscars, tout ça va tout de suite aussi acquérir ce pouvoir-là. Puis on le voit aussi dans le cas de Denis Villeneuve. Ben, je pense que tous les comédiens de la planète veulent travailler avec lui. Tout le monde dit à quel point c'est le fun de travailler avec lui, il sait où il s'en va et tout ça, puis le monde admire son travail. Donc, si tu réussis à attirer l'attention des acteurs, tu peux travailler dans ce système-là. Et M. Lazare... Puis ça, il faut leur donner ça, les Américains, parce que la catégorie des films de genre en langue étrangère ou internationale, c'est souvent considéré par les membres votants comme la meilleure catégorie, même si c'est pas ça qui fait du box-office. Et les gens à Hollywood les voient, ces films-là. Ah ouais, OK, ça c'est oui, bon oui, à savoir. ils les voient. Ils ont les screeners, ils les voient et ils savent c'est qui en France, au Danemark, en Argentine, qui se démarquent et ils finissent par vouloir t'approcher avec des projets. Suivant M. Lazare, il y a deux choses que j'ai beaucoup faites. C'est beaucoup d'entrevues et j'ai lu énormément de scénarios. Mais comme je n'avais pas ce drive-là d'aller à Hollywood, pas du tout, je suis tombé en fait sur des films qui me parlaient plus personnellement. Mon premier film américain, c'était The Good Life, puis c'était sur des réfugiés sud-soudanais. Et j'avais été au Soudan. Reese Witherspoon, qui n'était pas dans le portrait lorsque j'ai lu le scénario, mais lorsque j'ai lu le scénario, j'ai dit « Hey, je connais ces gens-là, ces réfugiés-là. » Moi, je suis allé au Sud-Soudan avec Marie-Claude Harvey tourner un documentaire pour l'ONF. Elle tournait son film « Attendre ». J'ai rencontré ces kids-là qui ont marché des milliers de kilomètres pour se sauver de la guerre et tout ça. J'avais même des photos de ça. J'ai dit... Puis on avait été évacués à la fin. Et on n'avait pas pu terminer le film comme on le souhaitait. Marie-Claude n'avait pas pu. Puis on se sentait, moi je me sentais comme un espèce de voleur qui était rentré, qui était sorti, puis qu'on avait sauvé. Il y avait eu la vie sauve parce que j'étais blanc, puis je pouvais pas reprendre le prochain avion de l'ONU lorsqu'une armée rebelle s'en venait de notre côté. Mais pas eux. Et là, je me dis, ce projet-là pourrait être la façon de terminer, dans mon cas, cette histoire-là. Et donc, j'ai approché les producteurs, je leur ai raconté mon histoire et après ça, ça a été de trouver l'actrice qui se grefferait au projet pour le faire financer, puis ça a été Reese. Parce que quand tu dis, mettons, tu recevais beaucoup de scénarios, ouais. Celui-là, tu l'avais reçu... De mon agent. De ton agent. Ouais. Toi, tu l'as lu, tu as tombé en amour, tu dis « je veux le faire ». Puis là, après ça, il faut que tu reconvainques les producteurs. Oui, là, il faut que tu ailles faire un pitch aux producteurs. Ah ouais, OK. Et les convaincre que c'était la bonne personne pour faire ça. Et j'avais deux choses dans mon pitch, c'était de dire, je suis allé au Soudan, je sais à quoi ça ressemble, je sais ce qu'ils ont vécu, je les ai rencontrés. Et deux, je pense qu'il faut demander à des vrais Sud-Soudanais ou des enfants de Sud-Soudanais réfugiés de jouer dans ce film-là. Et ils ont accepté, ce qui est vraiment étonnant de la part des producteurs américains, parce qu'ils veulent toujours des vedettes, mais là, ça devenait encore plus important d'aller chercher une grosse vedette. Et moi, j'étais très réticent, pas parce que c'était Reese, mais parce que je me disais, ça va faire vraiment bizarre d'avoir une star américaine débarquer au bout de 35 minutes dans un film, parce que tu suis du monde pas connu, puis là, tu es dans un certain niveau de réalisme en Afrique, et là, boum, Reese. tu débarques à Hollywood. Mais elle était parfaite pour ça, puis elle était parfaite aussi pour jouer avec des comédiens qui avaient pas beaucoup d'expérience, de s'ajuster à eux, de les aider, tout ça. Puis ça a été vraiment une belle expérience. Puis on comprend aussi pourquoi ces gens-là deviennent des stars. Hein. Ils ont l'air de rien là, lors du meeting au restaurant de l'hôtel Beverly Hills. Puis là, à un moment donné, tu fais les tests caméra, puis là, tu regardes ton moniteur, puis tu dis, c'est qui ça? Puis là, tu dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Et là, il se passe quelque chose à l'écran. Ils ont un charisme naturel, ils ont... un sens du jeu, une précision chirurgicale. Puis là, tu dis, OK, c'est une travaillante. Puis on parle de star internationale, puis il y a une raison pour ça. Parce que ton rapport avec elle, quand tu as été présenté, c'était au restaurant? Tu dis comment ça fonctionne? Donc c'est... La personne, après ça, est approchée, puis de deux façons. S'ils sont déjà attachés au projet, ils ont un droit de veto sur le choix du réalisatrice. Quand ils sont approchés, puis que le producteur a déjà fait son choix, là, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va vouloir voir ce que j'ai fait. Et elle avait déjà vu M. Lazare. Et là, on s'est rencontrés, puis... C'est quand même flatteur qu'elle l'avait déjà vu. Oui, mais comme je dis, c'est étonnant de voir à quel point la catégorie des films en langue étrangère, ils la voient. Ils la voient tous.
Parce qu'ils savent aussi qu'il y a un potentiel de scénariste ou de réalisatrice, réalisateur là-dedans. Et bon an, mal an, puis je dis, c'est pas d'hier, là. Ça date, là, que ce soit Louis Malle en France ou Fritz Lang ou... En même temps, c'est pas comme s'il manquait de créateurs aux États-Unis. Non, mais les producteurs ont une attitude, c'est pas qu'il manque de créateurs, mais c'est quoi the next thing? C'est quoi la patente qui est à la fois nouvelle, puis aussi, on arrive souvent, les réalisateurs de l'étranger, avec la capacité de tourner avec beaucoup moins, parce qu'on travaille avec des plus petits budgets, et tout ça. Fait que c'est ça. Moi, je dirais que la grosse différence du cinéma américain, c'est qu'il y a toutes sortes de tractations politiques qui fait que le foyer de financement se fait pas de la même façon. Après ça, quand tu commences à tourner, c'est le même langage, c'est le même type de travail, c'est le même rapport, puis là, ben, selon que tu travailles avec des grosses stars ou pas, ça peut être plus ou moins facile. Dans mon cas, ça a toujours été T'avais très un lien bien. Direct, puis oui. Ils aimaient recevoir des commentaires de jeu. Ben, la plupart du temps, ils souhaitent être dirigés, là. Ouais. Mais ils veulent connaître ta vision puis où tu t'en vas avant. Mais oui, ils préfèrent des gens qui savent où ils s'en vont. Ben oui, c'est sûr. Ils vont pas avoir l'air fou. Non. Puis c'est de... Après ça, ben, souvent, ils vont demander peut-être plus de viande autour de leur... Comme Gus faisait. De leur personnage, plus OK. de dialogue. Ou, ils vont réécrire un peu. Ils cherchent beaucoup la scène là, qui va pouvoir peut-être être montrée là, dans un extrait. Ou, il y a ce réflexe-là. Et d'ailleurs, le réflexe de Reese, ça a été de me réinviter et à dire « Comment tu vois le film? » Parce que là, le scénario, c'est comme les 40 premières pages, ça se passe en Afrique. Elle dit « Là, pour le public américain, là, ils vont débarquer. » J'ai dit « Je comprends, mais j'ai dit c'est ça l'histoire, c'est leur point de vue. » Puis, mais elle dit « Tu pourrais pas y aller en flashback? » J'ai dit « Non. » J'ai dit « Ça, j'ai pas envie. » J'ai fait j'aime le scénario parce qu'il fait ce choix-là de mettre d'abord les personnages africains à l'avant-plan. Puis elle a dit « OK, c'était clair, c'était su d'avance. » Elle s'attendait pas à ce que tu ailles dans son sens. Elle voulait juste savoir. Non, elle voulait aller dans ce savais. sens-là. Elle pensait que c'était la chose à faire. OK. Puis quand elle a vu le film, elle était ravie, puis elle était très émue, sauf qu'elle m'a réinvité au Beverly Hills Hotel pour me dire « Je pense qu'il manque quand même de closure avec mon personnage. Je pense qu'il manque une petite scène à la fin où mon personnage... se dépose à la fin du film. » J'ai dit, « Oui, mais là, on suit le personnage qui retourne en Afrique. C'est comme... C'est pas nécessaire. » Elle dit, « Je te comprends. » Mais elle dit, « C'est qui va le défendre, le film? » Elle dit, « C'est qui va aller faire les entrevues? » Elle dit, « Moi, j'ai besoin de défendre la courbe de ce personnage-là jusqu'à la fin. » Le film n'en avait pas besoin, mais j'ai compris effectivement que, puis on revient à qu'est-ce qui fait qu'un film est financé et qui va le porter aussi à la fin. Et pourquoi les gens vont aller le voir au cinéma? Pourquoi les gens vont aller le voir? Les gens vont avoir besoin de closure avec ce personnage-là. Là-dessus, elle n'avait pas tort, puis on a réussi à faire une toute petite scène qui ralentissait pas du tout la fin du film, puis elle a pu avoir T'étais en paix avec ça? Oui, j'étais en paix avec ça. OK. Parce que là, je te connais peu, mais quand même, ça me donne l'impression que tu ne serais pas... Si tu n'avais pas eu envie de la faire, tu ne l'aurais pas fait. Non, mais j'avais pas eu envie de la faire. Ça aurait créé inutilement des frictions. Puis, à un moment donné, moi, je savais que c'était pas mon film personnel, que j'étais embauché pour faire ce film-là. Et donc, je traiterais pas ça de la même façon que si j'avais été voir un producteur aux États-Unis avec qui j'avais travaillé avec mon scénario, là, j'aurais peut-être défendu davantage les affaires. Puis, c'est toujours de choisir ses batailles. Comme ici, d'ailleurs, avec nos producteurs, ici, dans le système, qui nous laissent quand même faire le film qu'on veut, il y a des contraintes, puis des fois, il faut choisir nos batailles. T'as-tu aimé ce bout de vie aux États-Unis à faire des films là-bas? Ça t'a rendu heureux ou malheureux? Ça m'a rendu heureux. Ça m'a fait réaliser que j'avais plus de sensibilité quand j'étais enraciné dans ma propre culture, puis que ça puisse parler ma langue, puis quoique j'avais pas de difficulté à diriger les comédiens, je sentais toujours un effort supplémentaire pour dire c'est quoi
C'est quoi mon angle personnel dans cette histoire-là? Bon, dans The Good Life, c'était clair. J'avais quelque chose à fermer oui, au niveau de mon histoire personnelle avec la guerre au Sud-Soudan. Après ça, il y a eu le film Chuck, qui est un film assez atypique dans ma cinématographie sur le boxeur Chuck Wepner, qui s'est battu contre Mohamed Ali en 1974, qui a perdu. Mais il est resté debout pendant 15 rounds. Il est tombé à la fin, à 12 secondes de la fin 19 secondes de la fin du combat. Et son combat a inspiré Sylvester Stallone à écrire Rocky. Ah. Et quand Rocky est sorti 2-3 ans plus tard, lui, il s'est mis à se prendre pour Rocky. Ah. Et donc, c'est quand même un personnage assez fascinant et ça porte sur le narcissisme et sur le fait que l'image qu'on se fait de soi-même, des fois, devient plus grosse que ce qu'on est réellement, puis on se met à se perdre, on se met à s'éloigner de ceux qu'on aime, on se met à avoir besoin de l'amour d'inconnus. Et ça, ayant connu un peu de succès, pour moi, c'était l'angle à explorer. Pour moi, ça vient d'où, là, cette espèce de besoin d'être aimé de gens qu'on ne connaît pas et tout ça. Et même si j'étais très loin de la culture de boxe des années 70 à New York, ben, j'ai trouvé mon chemin à travers ça. Mais je dirais que c'est voilà ton film de sport. Oui, je l'ai fait finalement, mon film de sport. Et comme dans n'importe quel film de sport, c'est pas vraiment à propos du sport lui-même, mais à propos d'autres choses. Mais effectivement. Ce qui doit quand même plus te plaire. Oui. Tu sais, qu'il y a un autre angle que ça. Tout à fait. Oui, il y a du sport, mais tu parles d'autres choses. Là, c'est vraiment intéressant, le sujet phare du film. Là. Oui, complètement. Puis même Rocky, ça ne parlait pas de boxe à proprement parler. Puis la plupart des bons films de sport, c'est pas à propos du sport lui-même. C'est le canevas. Ouais. Puis, t'aurais-tu voulu continuer? Parce qu'il y a quand même plus de moyens. Tu as quand même plus de... Oui, tu as De Good Life, j'ai eu des moyens. Sur Chuck, j'ai pas eu... Non. C'est moins de moyens que j'aurais ici à faire un film semblable. On a eu 4 millions US pour faire un film d'époque avec 2 combats de boxe et avec les chars des années 70, puis tourner à New York, c'est pas facile. Non, alors c'était un très petit budget. OK. Et donc, c'est pas forcément vrai. Non. Puis après ça, mon attitude a toujours été, je suis la bonne personne pour faire ça. Après ça, j'ai eu la naissance de ma fille en 2016. Et là, les possibilités que j'avais ou les scénarios qu'on m'envoyait, ça se passait souvent à l'international, puis ça voulait dire de m'éloigner. Mm-hmm. Puis ça, j'avais vraiment pas envie de ça. C'était même pas de dire ça va être tough pour ma fille. C'est toi. Ça aurait été tough pour moi. Ben oui. T'as fait un enfant, t'avais envie de vivre ce bout de vie-là avec elle. Là. Exactement. Fait que ça, c'est vraiment ce qui a déterminé un petit peu de revenir puis de recommencer ici. Oui, paradoxalement, j'ai fait un film en anglais, mais à Montréal, qui se passe à New York, My Salinger Year, qui était l'adaptation des mémoires de Joanna Rakoff. Et j'ai fait ça en 2019. Puis là, ça s'est passé un peu sous le radar parce que c'est sorti pendant la pandémie. Mm. Et c'était le premier film. C'est un film important pour moi parce que c'est le premier film qui était écrit du point de vue d'un personnage féminin. Mm. Donc, je m'y suis autorisé parce que c'était inspiré des mémoires de Joanna. Et ça se passait dans le milieu littéraire. Et ça me touchait parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui veut devenir écrivaine, mais qui se fait embaucher dans une agence littéraire à New York, très connue, qui représente des auteurs très connus, dont Salinger, qui a écrit L'Attrape-cœur, oui, c'est ça, et qui se retrouve finalement du mauvais côté de la clôture. Si elle veut écrire, il faut qu'elle écrive, il ne faut pas qu'elle soit du côté de ceux qui représentent les écrivains, mais parce que c'était une job prestigieuse, elle a commencé à monter dans la boîte et tout ça. Et là, à un moment donné, elle a dû faire un choix dans sa vie, je suis à la bonne place. Et de lâcher tout ça, puis de dire je prends une chance, puis je deviens écrivaine. Et donc, ça a été mais c'était comme un film américain, parce que c'est 2 actrices américaines qui jouaient dedans. Sigourney Weaver dans le rôle de la vieille agente et Margaret Qualley dans le rôle de la jeune femme. Ce projet-là, il est venu à toi comment? C'est moi qui l'ai... J'ai lu ce livre-là, j'ai appelé l'autrice qui habitait à Boston, j'ai dit, je veux faire un film avec ça. Elle m'a dit, il y a quelqu'un déjà dessus, mais les droits redeviennent disponibles. C'est encore la même histoire. J'ai dit, mais moi, je sais comment faire ça. J'ai pris l'avion, je lui ai faire mon pitch, puis elle avait vu, entre-temps, M. Lazare, puis c'est un film que j'ai redécouvert avec ma fille récemment et que j'avais comme un peu tassé sous le tapis, puis ça avait comme pas fonctionné, sorti pendant la pandémie, puis tout ça. Puis finalement, ça m'a réconcilié avec le film. Là. Je trouvais que j'ai touché à des choses importantes dans ma vie, mais à travers un personnage féminin. Bien, c'est vrai, parce que moi, je regarde pas peu mes films après. On les a tellement vus et revus pendant toutes les étapes de post-production qu'à un moment donné, on se tanne. On apprend à les détester. On apprend à les détester, mais c'est vrai que là, tu l'as redécouvert, puis là, tu as eu du plaisir à redécouvrir ton travail. C'est quand même beau. Ça. Tu fais ça avec tes autres films?
Non, je le fais. Non, je sais ça. Tu sais, je ne sais Non. pas si les gens s'imaginent qu'on s'assoit pour écouter ces films, mais on fait pas ça. Si on fait ça, je pense que c'est un peu la fin. Par contre, depuis un an, ma fille me harcèle. Elle vient d'avoir 9 ans cette semaine. Elle me harcèle pour voir mes films. Ah! Elle ne comprend pas pourquoi on regarde ensemble Indiana Jones, Jurassic Park, Pirates des Caraïbes ou d'autres films. Et des films qui sont, my God, assez violents. Moi, Indiana Jones, je l'ai vu à 13 ans, puis j'ai eu la peur de ma vie, puis elle a manœuvré ça à 8 ans. C'est incroyable. Elle a dit, papa, là, je veux voir tes films. Mais j'ai dit, t'es pas prête. Elle dit, ben non, de quoi t'as peur? Ben là, j'ai dit, c'est... Bon, M. Lazare, prenons le cas de M. Lazare. Ça commence quand même avec une prof d'école qui s'est suicidée dans sa classe puis qui est découverte par 2 enfants. Ça prend une mise en contexte, ça prend une discussion, puis je suis pas sûr que c'est tout de suite qu'il faut qu'elle voie ça. Mais en même temps, elle me demande de le voir et là, je suis pris un peu parce que je lui demande de s'ouvrir à d'autres types de films. Puis je lui fais voir des films de François Truffaut ou des films de Wes Anderson ou des films de Louis Malle ou des films de Spielberg. Puis en contrepartie, je suis pas prêt à ce qu'elle fasse face à des questions difficiles dans le cinéma, mais à travers les miens. Donc, ma pudeur est peut-être pas celle que je pense. Ma pudeur est peut-être celle que j'ai peur qu'elle l'aime pas, le film, ou qu'elle découvre quelque chose de moi qu'elle soupçonnait pas. Mais en tout cas, là, j'y ai fait fort, c'est pas moi je jure, qui est quand même l'histoire d'un jeune qui va pas bien dans sa tête et qui tente par 3 fois de s'enlever la vie en tout cas, qui a des pulsions morbides, mais sur un ton quand même, c'est pas un ton dramatique. Ça a été quoi sa réaction? Ça a été bien. Ça m'a rassuré parce qu'elle dit « Hey papa, Léon, là, il est vraiment con. » Là, ça m'a rassuré. C'est ça, les jeunes de nos jours, ils ont les outils pour... plus sophistiqué, mais il voit plus mais d'affaires. ça a amené des discussions, j'imagine. C'est ça que tu désirais en même temps, Ça a amené des discussions, mais ça a amené surtout de « OK, là, je veux voir M. Lazare parce que tu as vu que j'étais prête à regarder. » Puis là, j'y ai toujours pas fait voir M. Lazare. Voyons, Philippe! Mais j'y ai fait voir Elle te le demande! Je le sais. Moi, mes enfants, ils veulent pas voir mes films. Je les force. Quoi? Ah non, puis à chaque fois que je leur montre mes affaires, là, ils font « Ah, maman, là, tes films sont plates. Là. Quand est-ce que tu vas faire des Marvel? » Tu sais, eux autres, ils comprennent pas. « Ah, maman, il faut que tu fasses un film Mission Impossible avec de l'action, là. Pourquoi tu fais pas des films avec des scènes d'action? » Qu'est-ce que tu leur réponds? Je dis, tu le feras, toi. Non, mais... On n'a pas assez d'argent, là. Oui. Ben, j'élabore pas tant que ça. Je ris un peu quand même. Ma fille m'a demandé de faire... Elle dit, pourquoi tu fais pas un film de super-héros? Ben oui, ils veulent tous qu'on fasse ça. Ben, j'ai dit, ouais, c'est ça, j'ai pas les moyens. Mais aussi, je pense pas que c'est mon langage. Non. Mais en même temps, c'est quoi un super-héros? On pourrait redéfinir. C'est quoi un super-héros, une super-héroïne? D'une certaine façon, peut-être que tous mes personnages sont des super-héros, je sais pas. C'est beau. Mais non, je vais y faire voir. C'est pas ça faire des scènes d'action quand même. Ben, moi aussi. C'est trippant. Mais on veut bien les faire. On veut bien les faire, il faut de l'argent. Puis on sait qu'on va être comparé à everything that's out there. Oui, voilà. C'est sûr que, tu sais, ils me disent ça. Je fais, ben oui, moi aussi, j'aimerais ça en faire des films d'action, tu sais. Mais c'est pas ça ma réalité. En même temps, il y a un de mes 2 enfants que la réalisation l'intéresse. Je dis, tu le feras, toi? C'est peut-être mais plus quand ton de cela, chemin. je peux pas croire que ça n'a pas intéressé ton ado. Ben, ils l'ont vu. C'est pas les enfants les plus expressifs sur mon travail, si ce n'est que je suis toujours la mère poche. Là. Ah, ouais, c'est poche. Eux autres, ils viennent. Parce qu'ils viennent sur le plateau. Eux autres, ce qu'ils vont me dire, c'est qu'ils viennent sur le plateau. Moi, je sais pas si tu fais la même chose avec ta fille. Moi, je les mets figurants ou je leur donne des petites répliques. Ici et là. Puis j'aime ça qu'ils viennent. Puis je les assois sur ma chaise de réal. Je leur mets mes écouteurs, tout ça. Fait qu'eux autres, la perception, là, ça serait très drôle que tu les interroges. Ils vont te dire « Ah, ma mère, là, elle fout rien. Ma mère est assise sur sa chaise, là, puis elle dit « Encore! Action! Coupé! Encore! » Puis nous, on a froid, on leur fait. Elle est là, elle fait rien. C'est tout son assistant qui fait tout. Eux autres, dans leur perception, c'est mon assistant réalisateur qui fait tout. Moi, je fais rien. Fait que, puis mais ils ont, c'est ça leur perception. Concrètement, ils ont pas tort. J'ai toujours dit que... Ben non, mais j'ai toujours dit qu'on a du... On a de l'autorité, mais pas de pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas de lumière, on ne joue pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le film dans notre tête. Oui. Puis il faut le communiquer. Oui. Mais c'est pas rien. Mais c'est un métier. Puis je pense qu'il faut expliquer ça. Ma fille a fait des films avec mon téléphone. Oh. Et là, après ça, elle se plaint parce que ça ne marche pas. Puis là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire?
mais elle veut tout de suite être dans le résultat. J'ai dit, d'abord, si tu veux que je t'aide, il faut que tu communiques ce que tu as dans ta tête. Elle dit, c'est dur, papa? Ben, j'ai dit, c'est ça mon métier. Fait que, ceci étant expliqué, je pense que le respect commence à monter. Mais moi, je t'écoute sur les commentaires de tes fils. Moi, je suis convaincu que c'est une posture. Je suis convaincu que c'est une posture un peu orgueilleuse, puis que ça dit exactement l'inverse. Sûrement. C'est-à-dire, on est fiers de toi, mais c'est pour un gars de dire ça, c'est un peu quétaine de dire ça à sa mère, je sais pas. Non, mais je peux comprendre que, tu sais, mettons, j'ai fait un film Joulik, c'est pas tant dans leur intérêt. Arlette, un film plus politique, ça les intéressait pas non plus. Mais, tu sais, ultimement, ils me voient quand même... Moi, si j'avais vu Cœur de Slush... Mais Cœur de Slush, c'est plus dans leur univers. À 13 ans, d'abord, je serais tombé follement amoureux. J'aurais été... malade et dépressif, ça m'aurait complètement, je me serais dit, encore un crotté qui réussit à avoir la fille, je serais complètement subjugué par le film, fait que moi j'ai l'impression que c'est une posture, à moins qu'ils ont un autre rapport maintenant à l'amour. À suivre, on verra dans le futur. Ton dernier film est une autre adaptation d'un livre d'Alain Farah, là, Mille secrets, mille dangers. Tu parles de Cœur de Slush, c'était aussi une adaptation de livre. Ouais. Toi, tu t'approches ça comment, les adaptations de livres? Parce que travailler avec l'auteur, tu sais, moi aussi, j'ai travaillé avec Sarah Maud. Ouais. J'ai adapté aussi une pièce de théâtre comme toi, Joulik, avec Mère-Christine Léhu. T'aimes ça, cette approche-là de... C'est pas que je la choisis a priori, c'est que ça arrive comme ça. Tu sais, je pense que je fais de moins en moins confiance à mes idées originales. J'ai plein de notes, puis j'y vais pas jusqu'au bout. J'ai l'impression que quand je lis quelque chose que je trouve fort, je me dis, ça a déjà fait ses preuves. Le personnage est déjà là. Après ça, il y a toute la transposition. Et le travail n'est pas moins compliqué. Non, il l'est pas. Il l'est peut-être même plus à certains égards. Parce que faut pas décevoir non plus les lecteurs. Exact. Mais ça, il faut se faire une raison par rapport à ça. Parce que j'en ai déçu des lecteurs, puis j'ai déçu des lecteurs de Mille secrets beaucoup. Mais à un moment donné, je sais ce qui peut fonctionner à l'intérieur d'un format de 2 heures. Mille secrets, la première chose que j'ai dit à Alain, j'ai dit, si on veut respecter tous les personnages, et curieusement, le personnage qui, moi, m'a le plus touché, c'est-à-dire la dame d'honneur qui va finir dans le futur par mourir d'un cancer, Myriam, c'est une série de 10 épisodes d'1 heure qu'il faut faire. Je peux pas faire ça dans... C'est ça, il y avait beaucoup de personnages, c'est touffu. C'est ça. Fait que, oui. Et moi, j'aime beaucoup les parents. Oui. Et le rapport aux parents, et ça m'a touché, le rapport au père, le rapport à la mère. Et je peux pas développer tous ces rapports-là. Il va falloir faire des choix. Pas 1h30. Non. Puis après ça, toi, tu as une capacité d'entrer dans la tête des gens. Ça, c'est une qualité littéraire. Tu peux, en une seule phrase, parler du présent, du passé et de l'avenir. Au cinéma, on est pogné avec un device qui s'appelle les flashbacks et les flash-forward. C'est compliqué. Donc, là, on n'aura pas le choix, non seulement de faire du ménage, mais d'inventer des scènes, de transposer, Et il était complètement partant là-dedans. Et c'est la première fois que je co-scénarise. Avant, il y avait toujours un travail de collaboration avec les auteurs pour m'assurer qu'ils soient gardiens de l'intégrité de leur œuvre. Puis ils m'aidaient aussi à brainstormer. Et là, Alain, on a co-scénarisé. D'abord parce que moi, je ne suis pas libanais puis je ne viens pas de cette communauté-là. Puis ensuite, parce que, et curieusement, j'ai dit quand je suis allé faire le pitch, je pense que je vais faire mon film le plus personnel parce que j'ai le même rapport à l'anxiété que lui. C'est un film sur l'anxiété, beaucoup. Ouais. J'ai la même maladie de l'intestin que lui. Et donc, la souffrance comme enfant, comme adolescent, je l'ai toute vécue moi aussi. Puis, on a fini par faire une œuvre hybride où il y a plein de scènes, en fait, c'est moi que je mets en scène. C'est des moments de mon enfance, c'est des frustrations que moi j'ai connues, mais qui collaient et qui étaient complètement cohérentes dans son univers à lui. Je pense que c'est nécessaire, il fallait que tu t'appropries quand même. Oui, c'est ça. Puis pour le défendre après. Mais il était trooper, Alain. Puis en fait, c'est lui qui il est incroyable. Il est au combat à chaque jour pour défendre le film, en faire la promotion. Moi, je me retire toujours un peu. Là, j'ai toujours une espèce de pudeur à dire à quelqu'un... Va voir mon film, c'est le meilleur. Oui. Tu fais ça, toi? Un peu, dans le sens que... On n'a pas le choix de faire la promotion. On n'a pas le choix de faire la promotion, on encourage. Mais je dirais pas c'est bon, on va le voir. Je suis pas capable de... Mais tu sais, on trouve des façons aussi, parce que c'est un travail collectif aussi. Oui, tu sais, faire un film, il y a beaucoup de gens qui ont participé. Fait que c'est aussi de souligner le travail de tous les artisans. Il y a quand même des angles qui sont intéressants à faire valoir. Enfin, juste encourager le cinéma québécois. Aussi. Je pense que c'est vraiment important. Est-ce que c'est toi qui est allé vers Alain pour faire le film? Oui, OK. Oui, je lisais le roman dans mon... D'abord, j'ai déposé le roman au bout de 2 jours. Je l'avais acheté le jour de sa sortie. Puis j'ai dit non, moi, je lis pas ça, c'est trop proche de moi.
Je l'ai repris 2 semaines plus tard, je l'ai dévoré, je riais à voix haute dans le salon, puis ma blonde m'a dit « Qu'est-ce que tu ris? Qu'est-ce que tu lis? » J'ai dit Je lis 1000 secrets, 1000 dangers. » Elle dit « Ah, tu lis le livre d'Alain. » J'ai dit « Quoi, tu l'appelles Alain, toi? » Elle dit « Ben oui, elle dit, je le connais très bien, puis je suis allé à l'école avec sa femme. » J'ai dit « Tu connais Virginie? » Elle dit « Oui. » Puis j'ai dit « Tu connais Myriam? » Elle dit « Ah oui, Myriam qui est morte d'un cancer. » Et là, tout d'un coup, les personnages du livre se mettaient à vivre dans le salon et de faire partie de la conversation. Puis elle me regarde, elle dit « Ça t'intéresse-tu pour faire un film? » J'ai dit « Oui. » Elle m'a passé son numéro de téléphone. Je l'ai texté, Alain, avant de finir de lire le livre. Puis il m'a dit « Wow! » Elle dit « Moi, j'étais un gros fan de La moitié gauche du frigo, mais dépêche-toi parce qu'il y a 4 producteurs qui viennent faire des pitchs la semaine prochaine. » Ben, t'es vite. Ouais. Il venait de sortir. Il venait de sortir. L'engouement était... Non, mais il était fulgurant. C'est ça. C'était fulgurant. Puis là, j'ai dit, excuse-moi, mais je suis pas prêt pour faire un pitch. Il faudrait que je le relise une deuxième fois. J'ai même pas fini de le lire une première fois. Pour pitcher la semaine d'après, tu C'est disais, ça. ouais. Puis là, je fais lire à mon producteur. Le producteur, il dit, regarde, il dit, c'est toi le pitch, là. Va te pitcher toi. Va pitcher toi pas le film tout de suite. Prends le temps d'y penser, mais allons-y, allons les rencontrer. Puis à un moment donné, bon, j'avais préparé une petite structure de travail, mais j'ai dit, à un moment donné, j'ai arrêté, j'ai dit, écoutez, je ne vais pas vous raconter d'histoire, j'ai envie de faire un film personnel avec ça. Et là, ils m'ont dit, c'est ce qu'on voulait entendre. Et Alain m'a dit, une œuvre pour une œuvre. Je te donne la mienne, tu me donnes une œuvre différente avec. Wow! Ouais, c'était généreux. Puis, et pour la première fois, j'ai vécu de ne pas être seul en scénarisation. Et comment tu as aimé l'expérience? Ah, beaucoup, vraiment. Mais je sais que c'est un pairage difficile là, co-scénarisé. Puis peut-être que c'était rendu facile parce qu'au final, c'était moi qui décidais. Là, mais je suis pas tout seul, puis de se relancer, puis Et on a vécu plein de choses parce que moi c'est drôle, j'étais en rémission depuis des années de cette maladie et à replonger là-dedans, ça l'a redéclenché. À un moment donné, je le texte de l'hôpital à l'hôpital. Non! Je le texte, j'ai dit, tu ne devineras pas donc. quoi. Et là, il était là, puis il connaît cette maladie-là par cœur, puis il s'est mis à me rassurer, à me donner des conseils, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, mais là, ça n'a pas de bon sens, on est en train de devenir des frères, si à moi. Hein? Ouais. C'est comme les filles qui sont menstruées en même temps. Exactement. C'est exactement ça. Est-ce que j'ai vraiment dit ça? C'est pas moi qui l'ai dit, je suis content que tu l'aies dit. Je me suis dit, je donne-tu la comparaison? Parce qu'Alain Farah l'utilise souvent. Je dis, moi, je pense que je vais me garder une gêne. Toi, tu vis comment, tu sais, justement, la réception des films? Tes films? Pas bien. Non? Parce que, jusqu'à M. Lazare, c'était extraordinaire, jusqu'à ce que c'était plus le fun. Parce que là, et c'est drôle, j'ai arrêté de lire des critiques, pas en frappant de mauvaises critiques dans ma vie, en frappant une succession de critiques dithyrambiques. Là, j'ai dit, ouh. Puis ça a un effet tout aussi étourdissant. C'est pas la même douleur, là. Pas du tout, c'est pas une douleur, mais c'est très étourdissant. Et là, non, là, je suis perdu. Là. Et là, tu dis, OK, c'est ça le niveau d'attente maintenant? C'est ça? Bon. C'est pas quoi? Les critiques dithyrambiques te créaient un niveau d'attente. Oh, qu'est-ce que je vais faire après? Oui. Il va falloir que je toppe plus. Oui, mais c'est pas sain de se faire dire à quel point le film est bon, est smart, est bien fait, et subtil. À un moment donné, tu dis, t'as le goût de dire, excusez, mais faire un film, c'est un ensemble de circonstances qui, des fois, viennent d'une série d'accidents. Ouais. Exemple, je vais revenir à M. Lazare, les gens s'en souviennent quand même un peu de ce film-là. Il y a une scène assez cathartique dans le film où un des enfants qui a découvert se sent coupable par rapport... Il pense que la maîtresse d'école s'est suicidée à cause de lui parce qu'il l'a accusé de l'avoir touché, entre guillemets. Et vers la fin du film, il y a une scène où il laisse aller son sentiment de culpabilité en faisant une espèce de grosse crise dans la classe. C'est une scène très, très puissante. Et le comédien qui jouait la scène, Émilien Le Néron, avait perdu un an avant son oncle qui s'était suicidé. Et il portait ça en lui. Alors, ce qui arrive face à la caméra... Que tu savais? Oui, je le savais, parce qu'on en a beaucoup discuté en amont. Okay. Et ce qui arrive devant la caméra, c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup la vie. Et il s'agissait juste d'être vraiment attentif au bon moment. Puis j'étais allé le voir au début de la journée, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Il dit, je pense que je vais penser à mon oncle. Et il dit, je pense que je vais vraiment pleurer pour le vrai. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, je veux que tu tournes ça.
mais il dit, ça va juste sortir une fois. Il y avait 10 ans, le kit, là. Fait que Monsieur Lazare aurait été, sans cette scène-là, un bon film, mais c'est un film exceptionnel à cause d'un moment qui dure 90 secondes. Surtout venant d'un enfant, on dirait que ça vient encore plus nous chercher. Exact. Ouais. Et là, tu te dis, je suis à 90 secondes d'aller aux Oscars. Mais tu le dis pas avant ou après ou pendant. Mais c'est ça, en rétrospective, je sais très bien que c'est 90 secondes qui fait la différence dans tout le parcours de ma vie après. Un grand film. Oui. Et donc, après ça, je pense que j'ai fait d'autres bons films, mais qui n'ont pas ces moments cathartiques-là, et donc qui provoquent pas le même bouche à oreille, qui peuvent avoir des vies. Le film qui a été le plus vu au final, je pense que c'est The Good Life, parce qu'il n'arrête pas d'être vu, qu'il n'arrête pas de générer sur les plateformes des visionnements et tout ça. Il fait son chemin alors que ça a été un semi-échec à sa sortie aux États-Unis. Il continue de faire son chemin. Les films ont des vies insoupçonnées. Moi, j'essaie de me détacher de la sortie d'un film. Mais j'y arrive pas, mais j'essaie de me détacher. Je ne lis plus les critiques. J'ai fait la promotion qu'il faut. Je vais faire les présentations devant les salles d'art et d'essai. Ça, est-ce que tu aimes ça? Réseau Plus, pardon. T'aimes ça, faire les présentations J'aime ça parce que j'étais avec le public et tout Ouais. ça. Mais j'ai bien de la difficulté à cette espèce de tyrannie du box-office. Ouais. Et là, ben notre film a eu des bonnes critiques, Mille secrets, mais il est sorti... Les 4 premières fins de semaine, il a fait 25 degrés au mois de septembre. Cette année, c'est le plus beau mois de septembre C'était qu'on a... catastrophique. Alors là, il reste sur 2-3 écrans. La température a le plus gros impact sur une sortie de film. Puis on prie pour qu'il pleuve. Je ne sais pas si les gens en Oui, savent, mais je quand sais. on sort un film, on ne veut pas qu'il fasse beau. Non. Cela dit, une fois qu'on s'est donné cette excuse-là, il faut chercher dans le film les raisons d'un certain échec. Et moi, tu sais, je veux dire, un film comme Crazy ou un film comme Monsieur Lazare n'aurait pas été ralenti par la météo. Nulle part. Ça reste un facteur, mais ça reste pas le facteur décisif. Alors, à un moment mais donné, ça il veut faut pas se dire poser que ton film des n'est questions. pas bon. Ça veut pas dire que c'est un qu'il est échec. pas bon. Là, tu as nommé Crazy et M. Lazare qui sont des films d'exception. On fait pas toujours des films d'exception. Non, mais à un moment donné, il faut replacer aussi. On a toujours un espoir que ça soit un film d'exception, puis ça l'est rarement, puis après ça, on remet les pendules à l'heure. Cela dit, moi, j'ai pas des gros box-office. J'ai souvent un succès d'estime, puis les gens pensent que mes films ont du succès, mais mes films n'ont pas tant de succès que ça. Est-ce que tu fais beaucoup de ventes internationales, Oui. des festivals? Donc, Oui. quand même. C'est parce qu'il est dur quand même, le box-office québécois. Toi, t'en Oui, penses il est quoi? difficile. C'est difficile, le cinéma québécois. Ben moi, je pense que c'est les plateformes, c'est une bénédiction autant qu'un poison parce que ça empêche les gens d'aller au cinéma puis de vivre l'expérience collective, d'une part, mais dans le même temps, ça permet aux films d'avoir des vies beaucoup plus longues. Oui. Et ce qui est arrivé récemment avec des K-pop Demon Hunters, que tu connais peut-être. Non. Oh, écoute, c'est le film le plus vu sur la planète Je sais même pas c'est quoi. depuis 6 mois. Sérieux? C'est un film sur Netflix. C'est de la K-pop, un film Ah, les d'animation. K-pop, là, oui, j'en ai entendu parler, mais ça m'attire pas La bien, musique bien. tourne partout. Non, je comprends, moi non plus. Mais ma fille l'a vu 22 fois sur Oui, Netflix. c'est À un ça. moment donné, Netflix décide, on le sort. Mais salle. après des mois, sur Netflix, on le sort. Là, papa, il faut que tu m'amènes voir. J'ai dit, tu l'as pas assez vu? Elle dit non, puis on va inviter telle personne. Fait Ça qu'on devient un part, événement. et là, ça devient un événement. Fait que Et t'as vu K-pop. j'ai vu K-pop, puis là, au début, je regardais le film, je disais, ouais, non, hein, pas trop pour moi, mais là, j'avais un spectacle, c'était Rocky Horror Picture Show, Toutes les petites mais jeunes filles pour les jeunes, capotaient. ça s'était déguisé. Quand une chanson commençait, ça s'en allait en avant, ça hurlait devant l'écran. Il y avait un ado de 14 ans derrière moi qui était debout sur son siège, qui hurlait, qui pleurait. Ma fille, à un moment donné, passait en dessous de la rangée de siège, allait sur une autre banc libre parce qu'elle se mettait à pleurer tellement fort qu'elle voulait pas que je la voie dans cet état-là. Ah, voyons. C'est ça ton prochain film. C'est la suite de K-pop. Ben, Hey, c'est dis-moi, pas loin de ce que arrête. j'aimerais faire, mais pour finir, on revient à la maison, puis je dis, Atina, tu l'avais, pourquoi tu étais dans cet état-là? Elle dit, je sais pas, elle dit, c'était... Mais j'ai dit, je vais te le dire, moi. J'ai dit, toi, tu as vu le film plusieurs fois, mais là, tu l'as vécu avec du monde. Oui, mais J'ai oui. dit, c'est ça, le cinéma. Tellement raison. C'est ça. C'est une expérience collective. Puis tu sens qu'il y a du monde qui sont touchés en même temps que toi. Et ce que ça fait, ça multiplie l'effet Les de ça. sens, ben oui. Et combien de monde, je sais pas, t'as dû avoir ce commentaire-là, qui voit nos premiers montages ou un montage même final sur ordinateur, puis après ça, ils reviennent à la première, puis ils disent « Hey, vous avez retravaillé le film, hein? Même Non, pas. tu viens de le voir sur grand écran avec du monde. Ouais. Et les gens ont une toute autre expérience du film. C'est tellement vrai. Ouais.
Fait que je l'ai, ton prochain film. Je sais pas. Et que je te vois pas faire ça. Non, mais je ferais un film... Je suis en train d'essayer de... Je suis en train d'essayer de trouver une manière de faire un film sur la relation père-fille, mais dans le métier que je fais, c'est-à-dire inspiré de ma vie et de la vie de ma fille et de ce rapport-là qu'on a par rapport justement à la musique qu'on aime ou qu'on déteste, au film qu'on aime ou qu'on déteste, c'est quoi les intersections et comment elle me challenge en ce moment. Puis quand je lui dis, je peux pas faire de films de super-héros, je dis, j'aime faire des films personnels. Ouais. Et là, je suis en train de préparer un film sur une femme victime de violence conjugale. Elle dit, c'est quoi qui est personnel là-dedans? J'adore ta fille. Elle a 9 ans en plus, elle est jeune. C'est ça. Fait que, tu sais, je dis, ouais, OK, that's a valid question. Et ta réponse? Ben, c'est ça, la réponse n'est pas facile parce que c'est une sensibilité, c'est une manière de voir le monde, c'est des sujets dark qu'on veut explorer, qu'on veut lancer. Mais c'est vrai que tu peux pas dire que c'est a priori personnel. Je pourrais faire un film de super-héros qui est plus proche de ce que j'ai vécu. Alors, tout ça fait en sorte qu'en vieillissant, j'essaie de comprendre que faut pas penser que les choses sont coulées dans le béton, puis que je fais un type de film, puis que moi-même, il n'y a pas quelque chose dans le K-pop Demon Hunter d'intéressant à aller chercher quand je le vis collectivement avec ma fille puis d'autres personnes. Ça fait que tu t'ouvres à tout. Je m'ouvre à tout. Mais ça, le film que tu me parles sur la violence, c'est pas celui... Non, c'est un autre. C'est un film que je dépose là, Okay. qui est pas mon scénario, qui est le scénario de Martine Delvaux. Okay. Et ça s'appelle Bonheur. C'est l'histoire d'une femme qui, en temps d'une espèce de pandémie dystopique, quitte la maison avec ses 4 filles de 5, 11 et 17 ans pour fuir un mari violent, mais elle se retrouve sur la route puis elle ne peut pas aller nulle part. Les motels sont fermés. Et là, ils sont en situation de survie, les 4. Et la tension qui existait dans la maison, mais là, maintenant, est internalisée parce que la fille de 17 ans, elle a un conflit de loyauté. Elle voit bien que c'est la chose à faire, mais elle aime encore son père. Et là, la tension est entre la fille de 17 ans et la mère en situation de survie. Ça, c'est l'idée de... Martine Delvaux. De Martine, ouais. OK. Ouais. Puis elle est venue te chercher. Ben, elle a commencé à écrire ça il y a plusieurs années, puis elle me l'avait proposé ou montré, puis j'avais dit, je pense que ça prend une femme pour réaliser ça dans le contexte où on est en ce moment. MeToo battait son plein, puis tout ça. Puis le projet a été déposé avec un autre producteur, puis avec quelqu'un d'autre comme à la réalisation, puis ça n'a jamais été accepté à la SEDEC. Puis à un moment donné, j'ai dit à Martine, qu'est-ce qui se passe avec ça? Elle dit, c'est dead. Je dis, ben moi, j'aimerais ça qu'on essaye encore. Là, je l'ai amené à la société de production de ma blonde, puis on va déposer. On a réécrit un peu en refocusant le point de vue sur la personnage de 17 ans. Puis on va attendre de voir pour les réponses. Fait que tu vois, t'as lui, puis là, t'as déjà une autre idée en tête. Donc, tu t'es encore passionné, c'est encore... Je vais dire, j'ai des grosses remises en question. Je suis plus aussi passionné que je l'étais avant. Je trouve ça difficile. Je sors fatigué, vidé. Mais la réalité, c'est que j'ai pas de plan de rechange. Je suis trop jeune pour prendre ma retraite. Quand tu me parlais au début du plan B? Oui, c'est ça, mais le plan B... Tu vas pas devenir archéologue là. Non, là. je vais pas retourner à l'université là. C'est à 57 ans, ça n'arrivera pas. Ben, je dis pas que c'est pas possible, puis qu'il y a du monde qui le font, c'est extraordinaire, mais ça c'est pas moi. Et la vérité, c'est que... Moi, j'envie des gens comme Stéphane Lafleur qui font de la musique, qui montent les films des autres. Moi, j'ai pas ce backup-là. J'aurais aimé ça, j'aurais dû, en fait, préparer ça, puis je l'ai Puis pas même, préparé. tu sais, ta blonde, elle a une compagnie de production de films. C'est dans ton univers, mais être avec elle là-dedans, développer les projets des autres. C'est la première fois. Ben, oui, comme producteur, c'est un métier, un producteur. Oui, c'est ça, mais tu as beaucoup d'expérience. Tu le fais-tu, ce métier-là, des fois? Non. C'est un métier compliqué de politique, financement, d'éteindre des feux tout le temps. Aussi. Oui, mais on est beaucoup dans la création alors que... Mais on trouve quand même souvent les solutions. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais oui, c'est vrai. Tout ce que tu dis est vrai, mais dans des sphères différentes. C'est vrai. Et ça prend aussi une forme d'abnégation. On voit, les producteurs ont souvent mauvaise réputation parce qu'on a cette image du producteur hollywoodien, tout ça, mais les producteurs, ça prend beaucoup d'abnégation pour faire ce métier-là. Puis je vois ma blonde qui travaille de 5 heures le matin. Beaucoup de cœur, beaucoup de... Oui, et puis c'est pas toi qui a le crédit à la fin, là.
Mais au début, on voulait pas travailler ensemble parce qu'on voulait pas amener dans la chambre à coucher la tension qui peut exister entre un producteur puis un réalisateur. Mais là, ça fait 16 ans qu'on est ensemble, puis on a produit un court-métrage l'été passé. Puis là, bon, on s'est dit, on est prêt. On va essayer un long-métrage ensemble. Vraiment, là, producteur, réalisateur ensemble. OK. Oui. Ça te fait peur? Non, il va avoir un coupe-feu. Elle va embaucher une productrice déléguée. Je pense que ça prend un buffer quand même, là. Est-ce que tu es un réalisateur difficile? Je pense pas. Non? Je suis un réalisateur qui a des fois qui est des fois rabat-joie parce que j'étais un gars pessimiste dans la vie, mais optimiste dans mes films. Tu vois, mes films, tu dis ça doit être un gars optimiste, mais je suis pessimiste dans la vie, puis je suis souvent rabat-joie. Il faut juste tolérer mon humeur, mais je suis... Ton humeur générale ou ton humeur quand on est en tournage? Parce que des fois, la pression peut exacerber en tournage, je suis plutôt... ludique, divertissant, je me roule à terre, je me pitch. J'adore entendre ça, parce que moi, je t'imagine sérieux, intello, concentré, angoissé. Non, des fois, je me fais dire par l'assistant, hey, calme-toi. Calme, faut y aller, ou bien ménage-toi. Il y a beaucoup de comédiens qui sont venus me voir récemment là, dire hey, il faut que tu te calmes, tu passeras pas le tournage. J'aime aller serrer la main de l'assistante prod qui est à 500 mètres puis qui va bloquer la rue puis se taper la circulation, tout ça. Fait que non, je pense que je suis assez trooper. Là où, à un moment donné, il va arriver des choix dans le scénario, je vais dire non, ça, c'est pas négociable. Ça, on va le protéger, on va trouver une solution ailleurs. J'ai pas beaucoup de tolérance pour le mémérage puis les gens qui n'arrivent pas avec leur A-game, là. Moi, ça me dérange pas si le monde a du fun puis cabotine. J'ai aucun problème avec ça. En autant que... Mais il faut que quand ça fait on, quand on est quand la switch est à on, il faut que tout le monde soit à on. Mais sinon, puis c'est pas moi qui veux... Je veux dire, je suis pas impatient avec les gens. Je pense que je fais une mini-crise par tournage, puis c'est tellement pathétique que les gens rient de moi. Parce que les gens me prennent pas au sérieux. Qu'est-ce qui te fait sortir de tes gonds? La fatigue. Ouais. La fatigue ou la certitude que je suis en train de perdre les... Parce que tu arrives, là, tu es dans un char, puis tu te dis « Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? » Puis Steven Spielberg a dit « La chose la plus dure dans la réalisation, c'est de sortir du char le matin. » Parce que tu sais que tu vas avoir 35 questions d'une shot, tu n'as pas toutes les réponses, mais il faut au moins que tu donnes l'impression que tu sais où tu t'en vas, parce que tu ne peux pas perdre la confiance de l'équipe, tu le sais. Mm-hmm. Puis l'équipe il va quand même falloir que tu apprennes la décision. Complètement. Puis que tu vives avec. Oui, que tu vives avec. Puis c'est sûr que l'équipe va accepter à un moment donné que tu dises « OK, time out tout le monde, vous me laissez 5 minutes, je ne le sais pas, je vais y penser. » Mais tu ne peux pas faire ça tout le temps. Non. Je pense que c'est toi qui m'avais enseigné ça. Sérieux, c'est toi qui m'as enseigné ça. Ben je l'ai gardé toute ma carrière. Je ne sais pas où, mais un jour... Tu as suivi mon séminaire sur le web et... Non, toi puis moi, on s'est croisés à un endroit dans un... Tu sais, tantôt, quand tu manquais, tu as dit que je t'avais déjà dit ça. Oui, on a parlé de notre métier à un moment donné, puis je parlais de prendre des décisions puis de vivre avec. Ouais, l'important, c'est pas de prendre... Un jour, Marie-Lou, ce qui est important, là, c'est que tu dises à l'équipe « Je le sais pas. Ouais. Donnez-moi le temps, je le sais pas. » Puis ça, c'est quelque chose que j'ai gardé dans mon petit coffre à outils. Je l'ai tellement fait. Si je le sais pas, je vais pas fronter que je le sais. Ouais. Je vais dire « Écoutez, je suis un peu perdue, là, donnez-moi quelques minutes, il faut juste que je m'en mette les idées en place. » Puis là, tu fais ce que tu as à faire. Les gens vont respecter ça parce qu'on le fait avec les comédiens. C'est toi qui m'as enseigné ça, mais je sais plus dans quel contexte. Mais ça marche, puis ça marche si... De manière générale, tu sais où tu t'en vas. Oui, tout à fait. Mais si tu dis, là, j'ai vraiment besoin de... Puis, tu sais, on attend tellement pour la lumière. Oui. Qu'à un moment donné, on peut-tu attendre pour nous autres, pour que je fasse de l'ordre dans mes tellement. idées? Et aussi, j'ai eu un enseignement, moi, de Stéphane Demers sur La moitié gauche du frigo. J'étais rendu à 14 prises, puis j'ai dit « All right, c'est la bonne. » Stéphane, il vient me voir, il avait vu que c'était pas la bonne, puis que j'avais abdiqué sur la scène, puis il dit « C'est-tu la bonne? » J'ai dit « Oui, c'est la bonne. » Il dit « C'est super. » Mais il dit « C'est pas la bonne. » Il dit « Moi, je vais recommencer 68 fois. Parce que on recommence souvent parce que, il y a le boom. Parce que, l'éclairage n'était pas correct. Mais on recommence rarement pour le jeu. Et toi, si tu es prêt à le prendre le temps pour aller à 60 prises, moi, je suis là pour toi. » C'est bien beau. Fait que là, j'ai retenu ça. Puis les rares fois où je dépasse 10 prises, c'est rarissime. Mm-hmm. Je me souviens de Stéphane Demers qui me dit
souviens-toi qu'on va recommencer pour bien des raisons qui n'auront pas rapport avec le jeu. Puis si le jeu n'est pas là, vas-y, go. Puis ça, c'était La deuxième leçon de La moitié gauche du frigo, mon premier film, c'est que souvent, je ne changeais pas d'idée parce que j'avais peur ou je n'acceptais pas les idées des autres de peur qu'ils se disent, ben là, il n'arrête pas de prendre les idées de tout le monde, il n'y a pas d'idée à lui. Ça, c'est vraiment une mauvaise idée. Les gens sont là pour le film. Ben oui, puis la meilleure idée Ils amènent des idées. Toi, tu fais le tri, tu fais le tri. Puis quand il y en a une bonne, oui. Tellement. Puis n'hésite pas à dire non, puis n'hésite pas, tu viens de faire le setup, puis tu es prêt à tourner, tu viens de faire la première prise, puis tu te dis, aïe, aïe, la caméra était mieux à l'endroit où elle était tantôt, alors que j'ai dit, on va changer de place. Let's go. Regarde ton assistant. J'ai-tu le temps? Oui, on y va. Mais prends pas de décision de peur que ça va pas plaire aux gens. Les gens, ils veulent que tu prennes des décisions pour le bien du film. Tellement. Point. Oui. Ça les rend en confiance en plus. Total. De quel projet tu es le plus fier? Lac Mégantic, ce n'est pas un accident. De loin. Ça, c'est une série documentaire. Oui. C'est ta seule série documentaire? Oui. J'ai fait un documentaire un peu ludique dans les années 90, pâté chinois, puis là, j'ai fait ce documentaire-là presque 10 ans après la tragédie. Mais ce qui est drôle, c'est que tu as fait plein de fiction, c'est ça ta voix, mais ton projet préféré, c'est ta série documentaire. Oui. Ben, je pense que j'ai utilisé beaucoup de mes compétences en storytelling de fiction pour ramasser cette masse d'informations. J'avais la maturité nécessaire pour approcher les gens. Eux, ils avaient la distance nécessaire pour être approchés, la confiance nécessaire. Je me suis présenté à Lac Mégantic avec Nancy Guérin, ma co-scénariste, souvent pour leur parler. Puis c'est la série qui m'a donné le plus d'insomnie de ma vie, parce que là, t'as dans tes mains la vie des gens, là, puis leur douleur, puis leur deuil, puis tout ça. Fait que je pense que c'est ça. Puis mon film, si j'avais un film à garder, c'est pas moi, je le jure, qui, je trouve, sous ses airs très technicolores et ludiques, est celui qui parle des choses les plus compliquées, c'est-à-dire les fascinations morbides chez les enfants, la séparation, le désir d'essayer de trouver sa place dans le monde, puis pas juste en termes de qu'est-ce que je vais faire dans la vie, mais qu'est-ce qu'on fait sur cette planète. Et tout ça, c'est très métaphorique dans le film, mais je trouve que ça vit bien. Et curieusement, c'est un film qui a assez bien fonctionné, surtout au niveau des festivals, mais curieusement, le film il a été fait pour des adultes avec en mémoire leur vie d'enfant, mais c'était un film qui a été présenté partout dans les festivals de films pour enfants. Bien, ça, c'est drôle, parce que ça met en scène un enfant en rôle principal, mais tu as raison, c'est des thèmes d'adultes. Complètement. Dans la première scène, il est en train d'essayer de s'enlever à vie en se pendant avec... moi, j'ai fait un film aussi, Joulik. C'est la même chose, une petite fille qui porte le film, mais c'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants, exact. T'aimes bien diriger les enfants? Oui, j'ai une collègue extraordinaire pour ça, là, la coach Félix Ross. J'aime ça parce que par définition, ils savent c'est quoi le jeu. Oui, tellement, t'as raison. Jouer. Sens, oui. Après ça, si on écoutait trop de télé, des fois, ça devient trop chantant. Il faut défaire ça. Quand tu casses des enfants, tu casses aussi des parents. Il faut faire très attention. Mais je me sens une connexion parce que j'ai pas peur d'avoir l'air ridicule avec des enfants. Et je peux être très... Quand je dis physique, c'est que moi, j'aime ça dire, OK, on s'amuse pendant le tournage. Tu sais, on a le droit d'être awkward, on a le droit d'être... puis si tu n'as pas le choix de faire ça avec des enfants, puis ça prend des pauses, ça prend des moments où tu te reposes, puis moi, j'en ai besoin aussi. Puis je pense que dans l'enfance, il y a toutes les clés de toutes les situations qu'on vit comme adultes. Systématiquement. Il y a rarement quelque chose de grave ou de difficile qu'on vit dans le monde adulte qui ne vient pas d'un moment charnière de notre enfance. Fait que chaque moment est à explorer dans l'enfance, puis le prochain, ça se passe encore avec des enfants, mais c'est dur. C'est dur sur les horaires, c'est dur parce que tu ne peux pas leur demander le même niveau d'énergie qu'un adulte. Puis l'enfant, contrairement au comédien adulte, le comédien adulte, il est supposé de faire ses devoirs. L'enfant, il faut que tu t'assures qu'il fasse ses devoirs, d'où la pertinence d'avoir un coach. Les parents ou les coachs. Les parents, j'essaie de leur dire, c'est pas vous autres qui allez
répéter avec votre enfant. Ça va être nous, ça va être moi, ça va être le coach. Puis le coach, je ne vois pas juste comme quelqu'un qui fait de la répétition. Je vois quelqu'un qui explore le jeu avec l'enfant puis qui essaie de trouver qu'est-ce qui fait que chaque enfant fonctionne de telle façon. Mais ça, c'est notre rôle aussi comme réalisateur parce que je connais pas une comédienne ou un comédien qui travaille de la même façon. C'est vrai. Alors, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a besoin de 10 prises en amont pour arriver à être tweaké juste de la bonne façon. Puis l'autre va brûler son émotion s'il répète. Ça fait qu'il va juste être monocorde pendant 10 prises ou 10 répétitions, qui ne te donne pas ce qu'il va te donner avant la première prise. Fait que l'autre, tu travailles 2 mois avant. L'autre, tu travailles passer la première prise sur le plateau. Et après ça, tu apprends à comment il fonctionne et c'est à toi de t'adapter. Il n'y a pas de mauvaise... je pense pas qu'il y ait de mauvaise technique de travail pour un comédien, mais toi, il faut que tu t'adaptes. Bien, il faut que tu sois capable d'être versatile pour justement et observateur et sensible, je pense. Mais toi, comment tu te sers de tes propres expériences de comédienne pour diriger? Bien, je pense que tout réalisateur devrait avoir essayé de jouer à un moment donné. Juste pour sentir un petit peu la vulnérabilité puis la fragilité qu'on a quand ça dit action. Comment on se sent? Donc, c'est sûr que j'ai une approche quand même très empathique envers les acteurs. En même temps, sévère sur d'autres choses, c'est-à-dire que je sais qu'à quel point un acteur, des fois, peut être... vouloir aller dans ses facilités. Fait que même au changement de texte, ils vont y aller avec comment eux parlent, mais ça veut pas dire que si tu écris un film, une série, ça va plus rapidement, mais un film que tu as choisi tous les mots, que ça fait 10 ans que tu écris ce scénario-là, c'est parce que l'auteur et le scénariste, il l'a écrit pour des raisons. Fait que je veux pas nécessairement que tu changes le phrasé, à moins que ça soit complètement pas naturel ou tout ça, mais tu sais, fait que c'est ça. Moi, faut gager si c'est de la paresse ou si ça va servir le film ou ça va... j'aime bien être complice des acteurs, créer une relation de confiance, leur laisser beaucoup de latitude. J'aime beaucoup les propositions. Je veux pas dire comment faire, je veux pas souffler comment faire. C'est un travail au début parce que des fois, je manquais de mots pour les verbes actifs, comme on dit, pour qu'ils arrivent au résultat. Tu le jouais? Je voulais pas, mais je cherchais à entendre quelque chose, on dirait. Puis ça m'a pris du temps quand même à trouver les bons mots pour arriver à ce que je voulais entendre, mais sans le jouer. Ça m'est déjà arrivé quand même de le faire, mais pas si souvent. Là. Je suis quand même consciente de ça. Non, mais je comprends. Toi, tu diriges comment? Ben, un peu comme toi, là, c'est-à-dire que je veux une proposition, puis en audition aussi. Donc, si tu veux des propositions, il faut que tu laisses plus de temps que 10 minutes. Exact. OK, donc moi, c'est 40 minutes, 1 heure. Ils ont tout le scénario, pas juste la scène. Puis après ça, ben, c'est de voir si on parle le même langage. Fait qu'en audition, ce que je teste... Est-ce qu'ils te comprennent? C'est notre capacité capacité de s'adapter. Ben oui. Et ça, c'est triste à dire, mais des fois, le problème, il vient de moi, mais c'est moi qui le fais le film. Fait que tu vas dire non merci, mais c'était peut-être toi le problème. À un moment donné, tu tombes sur quelqu'un qui parle le même langage que toi. Fait que faut que tu vois aussi s'il y a une chimie. Mais après ça, sur le plateau, moi, j'attends à ce que la comédienne arrive avec une idée par rapport à la scène, à ce que la scène dit. Puis après ça, dans la mise en scène, dans la mise en place, c'est sûr que j'ai un découpage dans ma tête. Il est tête, il est là, et puis je peux le jeter aux poubelles s'il faut, si pendant la mise en place, on trouve quelque chose de mieux. Mais je veux faut arriver avec un plan de base. Là. Oui, c'est ça. Il faut partir de quelque chose, c'est ça. Tout à fait. Puis si je trouve qu'ils font... Les ajustements que je fais, c'est des ajustements de ton et de rythme. C'est moi qui l'ai en tête, le film. Après ça, si je trouve qu'il se trompe d'intention, là, on a une discussion. J'arrive pas à dire, ben là, c'est pas ça pantoute. Là, j'ouvre une discussion. Et c'est pas ça. C'est pas ce que tu veux. Exactement. Mais c'est pas ça. C'est exactement, parce que tout est en quelque part possible. Ben oui. Mais c'est dissonant des fois. Et combien de fois, et ça, c'est valable pas juste pour le jeu des comédiens, tu fais une super belle shot, mais c'est pas le langage du film. Tu le sais comme un peu, puis tu te dis, c'est pas grave. Hey, ton monteur, il te colle ça aux poubelles, là. Fait que... et donc, le jeu, c'est un peu la même chose. Une proposition qui fait rire, ou une proposition qui fait « Ah, c'est touchant, tout ça. Wow! OK, on continue. » Puis là, tu es comme « Oui, mais c'était pas ça que j'avais en tête. Pourquoi c'était pas ça que j'avais en tête? » C'était pas ça en tête parce que la scène avant, il n'est pas supposé être dans cet état-là. C'est ça, mais c'est que des fois, on se laisse impressionner par les acteurs. Mettons qu'ils vont trop loin dans l'émotion, mais c'est impressionnant quand même. Tu fais « Ah, wow, OK, il a été là. » Hein, tu reçois ça sur ton écran, là, des belles grosses larmes. Mais comme tu dis... C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Il faut les retenir, les larmes. Mais non, c'est ça. Le problème des scènes qu'on coupe, et là, on va se le dire, c'est pas parce qu'ils sont pas bonnes, c'est parce qu'ils ne fitent plus dans le film à l'endroit où... Des fois, tu peux les déplacer puis ils fonctionnent mieux.
où ils sont plus nécessaires parce que ton comédien a fini par te faire comprendre qu'il se sentait de telle façon et il n'a plus besoin de verbaliser quelque chose. Donc, c'est rare qu'on coupe une scène parce qu'elle n'est pas bonne. Moi, j'ai rarement coupé des scènes parce qu'elle n'était pas bonne. Non, c'est pour le rythme, moi, souvent la structure, le rythme. C'est ça. Ouais. C'est ça. Y a-tu une étape que tu aimes plus? J'aime beaucoup le montage à partir du moment où on se dit, on jette le scénario aux poubelles. Mm-hmm. On l'assemble, on teste les affaires, puis là, on l'oublie. Puis, il faut que tu comprennes qu'un film n'est pas un scénario. Un film c'est un scénario qu'on a tourné, puis après ça, il prend une vie. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Puis le film, tu pensais qu'il allait nord-ouest, mais il s'en va plus nord. Si tu essaies de le ramener nord-ouest, tu vas te péter la gueule. Fait que là, tu l'encourages à aller vers le nord. Et ça implique d'assassiner le scénariste en toi. Si c'est quelqu'un d'autre, assassine-le pas, mais invite-le pas forcément souvent dans la salle de montage. Et je me permets de dire ça parce que je suis scénariste moi-même, OK? Je me permettrais pas de dire ça si j'étais pas moi-même scénariste. Moi, je pense qu'il faut être à l'affût de ce que le matériel t'offre. Ben moi, je suis pas scénariste et puis je partage ton point de vue. Oui. Ben, ça aussi, c'est beaucoup la culture cinéma versus la culture télé. Mais c'est inimaginable de ne pas aller non seulement tester, mais explorer ce que tu as tourné. Ce que tu as tourné, ça devient du matériau que tu es allé chercher dans le fond d'une mine. Et ton monteur, lui, là, c'est un sculpteur, puis il peut te proposer bien des affaires auxquelles tu n'as pas pensé. Et ne sois jamais... Il ne faut jamais avoir peur de ça parce qu'au final, tu peux revenir à ce que tu avais. Ou tu peux revenir au scénario. On n'est plus à la pellicule qu'on coupe. Non, vraiment pas. Ouais. Alors, tu as toujours cette possibilité-là de revenir. Mais donc, pourquoi pas essayer? Si on peut faire un meilleur film. Il y a beaucoup d'ego là-dedans, il y a beaucoup de peur, je pense, puis il y a beaucoup de... Il y a encore l'argent, parce qu'on a quelques semaines qui nous sont attribuées pour le montage. Oui. Moi, souvent, ça m'ennuie. C'est vrai. Tu sais, il y avait vraiment genre 6 semaines, 8 semaines ou 12 semaines. Tu sais, c'est peu. Non, c'est pas beaucoup. Fait qu'à un moment donné, on est limité, on a passé à travers le matériel, on arrive à un résultat qui était là, mais... Je pense qu'il faut y aller instinctivement. Je pense qu'il faut rapidement tester des choses qu'on a instinctivement, puis pas de se dire, OK, on va continuer de sculpter, puis après ça, on ira voir si on a le temps. Non. Vas-y donc tout de suite si tu as une intuition de quelque chose. Et aussi... Laisse la monteuse travailler tranquille au début. Laisse-la travailler. Laisse-la te proposer des affaires. Si tu es là dans la salle de montage d'abord, c'est comme d'avoir quelqu'un au-dessus de ton épaule. C'est pas facile. Puis après ça, ben ça va lui permettre de flyer, elle aussi, d'avoir des idées. Et après, tu peux réagir, toi, comme spectateur, pas juste comme réalisateur, mais comme spectateur. Après ça, le mix, j'adore ça. Les mix, c'est tellement délicat. Tu peux tellement fucker un film au mix ou l'améliorer. Et j'ai beaucoup de mes idées psychiques dans le film viennent du mix. Comment on peut rentrer dans la tête des personnages, en sortir, être dans le point de vue de quelqu'un plutôt de quelqu'un d'autre, et de laisser aller ton biorhythme aussi. Tu sais, tu deviens plus un espèce de chef d'orchestre où c'est dans ton rythme cardiaque que tu peux diriger un mix. J'adore le mix parce qu'après ça, tu sais, je suis en arrière, je dis pas un mot, je les laisse travailler, puis à un moment donné, boum, je rentre en scène. Juste un petit moment, je fais une note, je les laisse travailler. Même chose, il faut laisser les gens travailler, c'est des artistes, eux autres aussi. T'as tellement raison. Ça s'en va où, là, ta carrière? C'est dur parce qu'à un moment donné, on finit par parler de carrière, puis c'est là que ça se complique. Parce qu'avec une carrière, vient une responsabilité, vient une réputation, vient aussi l'idée qu'il y a une direction à la carrière et que cette idée que tu es dans une station de train en quelque part en Europe puis que tu regardes c'est quoi le prochain train, c'est plus vraiment possible. Il y a le temps qui presse aussi, il y a la famille, dans mon cas, qui est en train de se décimer un peu et puis je dois prendre soin de certaines personnes et là, tu dois davantage choisir ce que tu veux expérimenter, ce que tu veux faire. Et l'autre affaire aussi, puis je ne sais pas si c'était comme moi, mais moi, j'ai comme quelque chose que j'ai perdu là, dans ma vie de cinéaste, c'est une sorte d'impulsion désinvolte. Puis je l'ai remplacé par beaucoup de savoir-faire, d'expérience qui est formidable pour te sortir du pétrin. Là. C'est incroyable sur un plateau comment j'ai des solutions rapides et tout ça, mais être désinvolte, ça venait avec un paquet de défauts, mais ça venait avec une charge qui, je trouve, existe moins dans mes films. Puis je ne sais pas si je suis capable de retrouver ça aussi trop tard.
Et si je suis pas capable de le retrouver, je suis pas sûr que je veux étendre indéfiniment. Et l'historique au Québec est qu'on remplace les créateurs à un moment donné. C'est inéluctable. Je veux pas arriver où on me montre la sortie. Peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, là, j'ai produit un premier court-métrage. Peut-être que ça sera, puis je continue de le faire, d'accompagner des jeunes dans leur dans la scénarisation, dans la réalisation. J'ai aidé une jeune femme qui s'appelle Jeanne Carrière à faire son premier court-métrage qui est paralysée dans un fauteuil depuis un accident et qui aura réalisé son premier long-métrage qui s'appelle Bigfoot l'année passée. Donc, elle m'a demandé d'être conseiller à la scénarisation. Donc, c'est des choses que je peux faire. L'enseignement aussi, peut-être. J'ai l'enseignement au cégep. C'est drôle, j'ai envoyé une lettre aux ressources humaines d'un cégep que je nommerai pas en disant, écoutez, j'arrive au confluent dans ma carrière, justement, puis j'aimerais ça enseigner, tout ça. J'ai même pas reçu d'accusé de réception, rien, zéro. Ben voyons donc. Oui, OK. Hey, avoir Philippe Falardeau comme prof, ben c'est non, malade. non, mais j'ai été paresseux, j'ai choisi le cégep le plus proche de chez nous. Un bon vulgarisateur, tu dois être un bon prof passionné. Les jeunes, tu sais, je suis sûre qu'ils t'adorent quand tu parles. Je pense que je serais correct. Ben oui. Puis parce que j'ai comme non seulement l'amour du cinéma et je connais beaucoup le cinéma, les films, donc je suis capable d'assimiler de la théorie. Puis aussi, je suis capable de parler de la pratique. Du terrain, mais puis aussi, je suis capable de leur parler de pensez pas que vous allez devenir cinéaste en imitant les meilleurs. Faut que vous allez devenir cinéaste en arrivant avec votre vision à vous. Là. Parce que du monde qui sont bons, là, il y en a plein. Il y en a trop. Le médium, là, les gens, ils savent comment il fonctionne maintenant. Là. Il faut arriver avec une vision du monde, avec une vision de comment raconter ces choses-là. On dit souvent avec quelque chose à dire. Peut-être, mais je dirais plus avec une curiosité de s'intéresser à des choses, à s'intéresser aux autres, ou à parler de ce qu'on connaît, mais pas nécessairement en arrivant avec toutes les réponses. Ça, c'est barbant. Bien, puis tu vois, beaucoup de cinéastes intéressants, je trouve qu'ils ne viennent pas nécessairement du monde du cinéma. Non, c'est vrai. D'ailleurs, toi, tu as étudié en d'autres choses pour te retrouver dans le cinéma. Ce qui fait que la curiosité, elle venait d'ailleurs. Tu sais, tu t'as ouvert ton... Oui, elle venait d'ailleurs. Elle venait de vouloir partir, je pense, de... Mais c'est intéressant. Tu vois, moi, j'ai eu besoin de faire une école de cinéma, on dirait. C'est niaiseux, mais étant une fille aussi, début de carrière, il n'y avait pas tant de femmes qui faisaient de la réalisation. On dirait, j'avais comme besoin d'apprendre le langage, de quand je demandais une commande, de connaître les termes, d'avoir roulé des fils, une perche, changé des mags. Tu sais, on dirait que j'avais comme besoin d'avoir ce vocabulaire-là pour être respectée. Je te comprends. Moi, quand on me parlait des roches, je me disais, mais pourquoi il me parle de cailloux? Mais pourquoi il me parle de roches? Puis je n'osais pas demander, je voulais pas avoir l'air tata. Ben, je comprends. Moi, le vocabulaire, je l'ai appris sur le tas, tu sais, mais je me suis intéressé à tout, puis tu sais, c'est moi qui décide c'est quoi mes focales, puis je regarde la mise en place, je dis, OK, on va commencer avec la 35 minutes. Tu sais, je m'intéresse à la technique beaucoup. Mais toi, t'avais-tu des modèles de femmes réalisatrices au Québec qui t'ont inspiré? Ben en fait, il y avait Léa Paul, il y avait Micheline Arthaud, il n'y en avait pas des tonnes non plus. Micheline m'enseignait à l'Université Concordia, donc c'était inspirant. Mais mettons, moi, à l'époque de l'université, je trippais vraiment sur Jane Campion. Mettons, c'était elle que j'admirais. J'ai tout analysé, la leçon de piano, c'était mon film préféré. Et puis pour moi, je viens d'un milieu, ma mère était artiste peintre sculpteur, fait que j'ai été élevée dans l'histoire de l'art. Moi, le chum à ma mère, il était critique d'art au Devoir. Fait que tout cet aspect-là, je trouvais que dans ce film-là, ça rejoignait, on dirait, toutes les sphères que j'aimais, autant la musique que la peinture, que la mise en scène, que la photographie. Mon père aimait la photo, on avait une chambre noire chez nous, on développait des photos. On dirait que ce film-là, il m'a interpellée que c'est ça que j'avais envie de faire. Je me disais, ah mon Dieu, c'est ça. C'est... Le cinéma est comme le summum de tous les arts. Il utilise tous les arts. Là, tu visais haut. Ben oui, est-ce que tu as encore cette espèce de projet-là en tête où tu Je rêve encore d'un projet comme, mettons, la leçon de piano qui unit... Tu l'as-tu en tête? Tu sais quoi? Non, j'ai un projet qui n'est pas comme celui que je te dis, mais qui est en moi depuis, oh mon Dieu,
depuis 2008 que j'ai pas fait encore. J'ai fait une tentative d'écriture avec une collègue parce que j'ai pas l'impression que je suis la bonne personne pour l'écrire. J'ai essayé à plusieurs reprises et cette année, c'est la première fois que je me suis assise moi-même avec mon ordinateur pour commencer à faire un premier jet. Et là, j'arrive à quelque chose de premier, pas très loin, là, un premier long synopsis, je te dirais. Mais on dirait que je me faisais pas confiance. Ça parle de quoi? Je te le dis pas. Comment? Je suis pas encore... Non. Tu peux le couper au montage. Non, je suis pas encore rendue à le verbaliser. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que ça... Je te parle pas de l'histoire. Non, je sais. Mais c'est que ce que je peux te dire, c'est que ça part d'une expérience personnelle où j'ai fait le rallye des gazelles dans le désert du Maroc en 2007, 2008, je sais plus trop. Puis ça part de ça. Ça part d'une expérience dans le désert avec juste des femmes qui sont en vulnérabilité puis qui vivent quelque chose ensemble de fort. Fait que... Mais tu vas le faire. Ben, en fait, tu vois, là, j'ai 47 ans, je visais ce film-là, mettons, pour mes 50 ans. Fait que je suis un peu comme dans cette dans cet élan-là. Dans cet élan-là. Dans la fenêtre. Mais tu sais, moi, on dirait que toi, t'as quand même une réputation de cinéma d'auteur. Tu sais, tes films, justement, sont souvent des succès critiques, des succès d'estime. Moi, on dirait que j'ai malheureusement une étiquette, justement, que je viens de la télé, je viens de la culture populaire, puis ça me colle à la peau, puis c'est pas nécessairement positif. C'est positif pour le public parfois, c'est positif pour, des fois, le financement, mais pas pour la reconnaissance de mes pairs, je te dirais. Sens-tu que tu te bats contre ça quand tu fais la promotion de tes films? Je me bats contre ça pour plus mon milieu, pas pour le public. Le public, je sens quand même un amour avec le public, mais on dirait que je me cherche même moi-même à travers ça. On dirait que j'ai été confrontée dans les dernières années avec... tu vois, j'étais intimidée par toi. On dirait que moi-même, je me suis... Oui, mais le syndrome d'imposteur, on l'a un peu tous aussi. Ouais. Mais il faut s'affranchir de ça. Oui, il faut s'affranchir. Je vieillis, je vais peut-être réussir à m'amener. Non, mais je l'ai eu, moi, jusqu'à cet âge-là, à peu près. J'avais toujours... Puis je jokais souvent que... Je me disais, il y a quelqu'un à un moment donné dans une salle qui va se lever, qui va me pointer puis qui va dire « Vous! On sait qui vous êtes! Sortez! » Puis, à un moment donné, j'étais aux Oscars, puis là, j'ai eu brièvement la sensation de « Ouais, maybe I belong. » Mais après ça, je l'ai reperdu parce que ça fait 15 ans de ça, pour le retrouver, de dire « OK, là, à un moment donné, c'est un combat... qui est sans issue, là, cette impression qu'on est un imposteur. Puis ça fait juste nous ralentir, puis ça nous ralentit dans les élans qu'on a de plus personnels et on se rabat sur les choses qu'on sait qui fonctionnent, que ça soit techniquement, dans l'approche, dans le ton, dans l'écriture. Donc, mais ça n'enlève pas que ça reste. Puis moi, je pense qu'au final, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on ne prend pas notre situation pour acquis, notre place dans le milieu pour acquis. Ce qu'on fait, on se trouve pas au-dessus de la mêlée. Fait que tout ça, je trouve que c'est quand même des bons réflexes. Ben, puis le jugement est facile aussi. Tu sais, les gens connaissent pas nécessairement notre chemin. Moi, je trouve ça intéressant de m'intéresser. Y a-tu un chat qui mange des croquettes sous la table en ce moment? C'est ça. Mon chat mange des croquettes à côté de toi. Mais tu sais, les projets, des fois, viennent à nous. C'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que c'est un projet que tu es allé chercher? Est-ce qu'il est venu à toi? Parce que, mettons, les gens ne savent pas nécessairement, mais on ne fera pas 20 films dans notre vie. Non. Hein. Fait que des fois, c'est vrai qu'il faut bien les choisir. Oui. Mais en même temps, des fois, tu es choisi, mais ils ne sont pas faits quand tu choisis. Non. Mettons, je te donne un exemple. Le cœur de slush, que je suis très fière, mais c'est en 2016 que j'étais supposée le faire. On l'a fait en 2023. Tu sais, j'étais ailleurs en 2023, mais j'étais associée au projet depuis tant d'années. Mais j'ai une affection à ce projet-là. Je voulais le faire. J'aime les films pour enfants et les films pour ados. Mais il reste que c'est comme si, dans ma filmographie, est-ce que ce sont les films que je devrais vraiment vouloir avoir? Je sais pas si je m'exprime bien. Non, mais je comprends, mais c'est une question de timing aussi. Oui. Mais ça, on est prisonnier de ça. Puis même dans le système des gros films à Hollywood, c'est souvent des histoires de films qui ont passé d'une main à l'autre pour revenir finalement au réalisateur initial 20 ans plus tard. Ce n'est que des projets comme ça.
il y a des projets qui s'effritent puis qui ne reviennent plus. Je dis souvent aux gens, écrivez une liste de 10 choses que vous voulez faire là, maintenant, dans votre vie. Sortez-là dans 6 mois pour voir si c'est encore ces 10 affaires-là. Ça change vite, on change vite. Alors qu'un film, il faut que tu t'attaches puis il faut que tu sois prêt à faire un marathon qui va durer probablement très longtemps, des années. Mais on a maintenant une situation qui fait en sorte qu'on peut pousser avec plus d'agressivité tel ou tel projet. Puis comme je te dis, c'est sûr que chercher le prochain sujet de film, c'est atroce. C'est comme chercher une blonde ou un chum. Plus tu cherches, moins tu fucking trouves. C'est ça. Puis là, à un moment donné, t'es complètement plus là-dedans. Ah, c'est drôle, ça me parle. Tu vois quelque chose, tu lis quelque chose, t'entends une musique, puis là, boum! Faut que tu sois ouvert à ça, puis après ça, il ne faut plus lâcher le morceau. En vieillissant, parce que le temps n'est plus le même, on est moins... 6 mois après avoir une première idée, on a tendance à dire « Ah, non, je pense que je vais laisser tomber. » Non, c'est ça le défi, c'est... Fie-toi à ce spark-là que tu as eu, puis continue si tu y crois encore, mais laisse pas tomber juste parce que, il y a quelque chose d'autre qui arrive, parce que dans 6 mois, tu vas dire, tu vas laisser tomber aussi. Ça prend encore ce... Toi, t'as encore le feu. Mais tantôt, tu m'as dit, je me remets en question. Non, il faut que je le garde allumé tout le temps. C'est drôle parce que on fait la version Christmas Special Edition de 3 heures, c'est ça? C'est drôle parce que je cherche en ce moment... Tanné? Non, pas du tout. Okay. C'est que je viens de sortir d'un moment très dépressif, là. Puis c'est pas juste la dépression postpartum après le film ou la sortie du film. Et de dire, OK, il reste combien de gaz dans le tank à essence? Parce que je reviens à ce que j'ai dit. Moi, j'ai pas rêvé de faire ce métier-là. Je suis arrivé par une succession d'accidents. Puis à un moment donné, j'ai l'impression de ne pas avoir l'espèce de drive vital que d'autres... Tu regardes Denis puis son parcours, c'était clair comme l'eau de roche très tôt dans sa vie où il voulait aller, puis c'était quoi la mesure de ses ambitions. Moi, j'étais un gars ambitieux, mais j'avais pas d'objet à mes ambitions. Si tu m'avais dit que j'allais réussir comme auteur de romans, alors que je ne le suis pas du tout, c'est intéressant. J'étais quelqu'un d'ambitieux quand je jouais au badminton, tout ça, de compétitif peut-être, mais j'ai pas cette drive de faire du cinéma-là depuis longtemps. Puis des fois, je trouve que je manque d'allant. Et donc, le feu, il faut que je le réactive. Puis, il y a des fois des invitations ou des moments qui font dire « Ah oui, OK, ça vaut encore la peine. » Quand vous m'avez contacté pour faire cette rencontre-là, j'ai dit « Hey, c'est rare qu'on offre une conversation d'1h30, parler de notre métier. » Ça m'a comme tout de suite allumé. Puis là, j'étais au moment où je refuse beaucoup maintenant de faire des entrevues, et je refuse systématiquement de faire des entrevues quand j'ai pas un projet ou quand je sors pas un projet. Je ne vais pas parler, tu sais, j'y vais pas. Mais là, pourtant, c'est peut-être des entrevues comme aujourd'hui. Oui, mais elle était normalement fermée, la fenêtre. Là. Je l'avais refermée pour me secret de ça. Non, c'est pas que je suis gentil, c'est que d'une conversation d'1h30 sur notre travail, ça va m'aider. Ça va m'aider à redémarrer ça. Puis là, je me suis mis à réfléchir de quoi j'ai envie de parler. J'ai envie de parler du cinéma, mais avec le rapport à ma fille. Ouais. Puis tout ça, tu sais, j'avais envie de réfléchir sur quelque chose de nouveau, de dire qu'on va essayer de ne pas dire de trop de lieux de commun, parce que c'est un peu le propre aussi des émissions culturelles. Oui, c'est entre vrai. Artistes, des fois, Vrai. on fait face aux mêmes problèmes, donc on parle des mêmes affaires, puis tu sais, comment renouveler ça, puis tout ça. Fait que ça fait partie de ce dont j'ai besoin pour me dire, OK, lâche pas. Mais c'est pas facile, effectivement, de garder le feu, tu as raison. On aime notre métier, mais Colin, tu sais, même, mettons, Cœur de slush, là, c'est un film pour les ados. Les ados vont plus au cinéma. Fait qu'il y avait comme une mission de dire, hey, on les ramène au cinéma. Ils vont au cinéma pour les gros films. Bien, selon mon point de vue, ça a marché. Oui. Selon le point de vue de mon distributeur, ça n'a pas marché. Non, mais fait que, tu sais, c'est comme le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Dans le contexte actuel, moi, je pense qu'on est autour de 600 000. 600 000 pour un film où on pensait que les jeunes n'iraient pas, bien, voyons, c'est un succès. Fait que pour moi, je suis contente. Oui. Eux sont juste déçus parce qu'eux autres avaient mis 1 million. Fait qu'ils font, tu sais, c'est comme une perception. Fait que c'est comme si c'est ça que tu reçois comme message. On a déçu. Ah, j'ai déçu. Non, puis le film, il est vu. Tu sais, Là, tu as le box-office, mais sais-tu combien de monde l'ont vu? Ben non, ultimement, on ne sait pas avec les plateformes. Tu le sauras jamais, mais je le regardais avec ma fille, puis moi, j'ai comme une espèce de... On s'est ouvert un club de cinéma, elle et moi, puis on consigne... Vous êtes tellement cute, vous deux, pour vrai, là. On consigne nos films, puis on dit un peu de quoi ça parle.
nom du réalisateur, la réalisatrice, l'année, tout, Ah. et on met les notes. Ce que je fais jamais, là, je mets jamais de notes parce que je trouve ça absurde. Cœur de Mais... cela, je sais eu combien? Alors, J'ai pas vu. je te dis, ma fille, qui des fois peut-être, parce que, en tout cas, elle veut se démarquer, mais elle t'a mis la note de 9,5 sur 10. Merci. Donc 95 en fait, c'est sur 100. Wow. Et tu as distancié de beaucoup Close Encounters of the Third Kind, Ben voyons. Les 400 coups de François Truffaut. Ben voyons donc. Mais on se rappelle qu'elle aime la K-pop. 2001, Odyssée de l'espace. Oui, elle aime la K-pop. Mais non, mais elle était complètement scotchée. Et, mais la Puis tu vas découverte... être un petit peu jeune quand même. Parce Oui, que des oui, fois, oui, t'es un 9 petit peu ans, jeune. parce que... Ouais, il y a des scènes où ça ne tentait pas de regarder là. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même assez réaliste, là, Ouais. comment on a décidé de le faire. Fait que ça, des fois, ils sont pas bien avec ça. Oui, mais j'ai les aimé ça que jeunes. tu ailles dans la nudité, pas que pendant que je le regardais avec Ouais, ma ça, fille, c'est un peu gênant. Ouais. mais parce qu'on le fait pas avec les ados, les films pour Non, ados. c'est ça. Il n'y a personne qui Ben le fait non, pour les parce films pour les ados. C'est un risque même que j'ai pris que jusque ce que les cinémas voient le film, là, tu sais, Ouais. ceux qui, voyons comment dire ça, ceux qui décident quel âge vont voir tes films, Ouais. ben on avait encore peur que le film soit mis 13 ans ou 16 ans. Si c'est mis Ouais. ça, t'es fini, là. Non. Ça veut dire que j'ai plus de box-office. Ouais. Mais avec la nudité, t'allais dire ça, j'ai osé, mais ça aurait pu nuire au film. Effectivement, mais au Québec, en Amérique du Nord, oui, je vais dire c'est tellement puritain. Dans The Good Lie, il y avait une scène extraordinaire où Reese allait au bureau d'immigration, puis elle n'arrivait pas à être servie, puis tout ça, puis la mêlée à hausser le ton, elle dit « Who do I have to fuck around here to see an immigration officer? » Puis il y avait quelqu'un, un petit gros, qui se retournait derrière, qui faisait des photocopies, dit « Me, you can fuck me. » Et on a eu un rating de R à cause du fuck. Ben Mais voyons pendant donc. toute la première demi-heure, j'ai du monde qui tue des enfants Ça, à bout c'est portant. correct. Ça, c'était correct. C'était correct. Alors, on est retourné. Je suis passé au montage dans le dos de Reese, puis elle dit « screw ». Ah. Puis là, on repasse sur elle quand l'autre, il se retourne, puis il dit « me, you can screw me ». Fait que tu pouvais pas dire « fuck » dans un Mais contexte. tu étais encore dans l'étape de montage, tu pouvais le changer. Oui, j'ai pu le changer. Fait que c'est très Aïe, puritain. Puis là, toi, incroyable. t'es allé, puis je trouve que c'est la bonne chose à faire. Surtout avec des ados, parce que de toute façon, de toute manière, c'est leur offrir, en fait, c'est très clair, c'est de leur offrir une alternative aussi à la pornographie, Oui. mais dans un contexte où il y a des vrais sentiments, puis tout ça, je trouve ça assez smart. Ah, Mais, merci ouais. Ah, mais je suis tellement contente d'avoir eu cette conversation avec toi. Pareillement. Qu'est-ce que je te souhaite? Je nous souhaite de faire le film qu'on veut faire, notre leçon de piano. Oh, toi, c'est quoi? C'est je- qui ton idole? J'en ai eu différents. J'ai comme longtemps Ken Loach qui faisait du cinéma ouvrier, Mike Lee en Angleterre, Spielberg, ça reste pour moi un de mes réalisateurs favoris. C'est plus, évidemment, mais il a fait des œuvres quand même assez importantes. On se rappelle de ton Jawaz? Mon Jawaz. Jawaz. Mais il a fait son dernier film, c'est sur son enfance, The Fableman. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est vraiment Oui, bon c'est et vrai. c'est vraiment Oui. touchant. Et ça parle de ça, hein, de ce que tu vas... Quand tu vas Ça devenir parle de lui. créateur, Oui. ça va être quoi les dilemmes? Puis la famille aussi, hein? Oui. Puis ça, on n'est pas rentré là-dedans, mais le coût Oui. pour la famille, pour les unions, quand tu décides, je me consacre à mon art, c'est pas facile. Mais Ça, j'ai tu pas... dis ça, pourtant, ta blonde travaille là-dedans en plus. Oui, mais j'ai eu d'autres blondes avant. Ah, oui, OK. Non, mais ça a été dur, puis ça a été dur à une époque où j'étais pas aussi mature. Quand j'ai eu ma fille, j'avais 48 ans et assez mature pour ne pas penser que ça allait brimer ma liberté, puis que ça allait m'enlever ma liberté de créateur, puis tout ça. Si je l'avais eu à 33 ans, je sais pas. Je veux pas dire que ça aurait explosé et tout, mais je suis pas sûr que j'aurais eu la même sérénité. Je comprends. Alors que là, il y avait un gros chunk de ma carrière qui était déjà derrière moi. J'avais pas... Les choses à prouver n'étaient plus les mêmes. C'est plus des choses que j'ai approuvées à moi-même maintenant. Ben oui, ta carrière était déjà faite, là. Ouais. Voilà. Fait que, mettons, ta leçon de piano à toi, c'est quoi? Écoute, c'est drôle parce que
j'ai dans moi une colère et une certaine violence que j'ai appris à contrôler toute ma vie, mais que j'aimerais explorer dans un film, que j'ai jamais été capable. C'est plus qui vient d'un sentiment de honte que j'ai qui vient de l'enfance, puis qui est assez abstrait, mais dans tous mes films, j'ai backé off sur deux choses, la violence puis la sexualité. Puis c'est pas bonheur le prochain, on n'est pas dans ces états-là du tout, c'est autre chose. Et j'aimerais ça faire un film qui pourrait avoir quand même de la lumière puis de l'humour et tout ça, mais qui assume ces sentiments-là que j'ai refoulés ou que j'ai jamais mis en scène, peut-être tant que ma mère serait en vie, curieusement. Et là, ma mère est en train de s'évaporer dans des maladies associées à la vieillesse. Et là, je sens qu'il faut que j'aille là. Et c'est dur parce que là, ça va être toujours le discours « Ouais, mais là, ça va être dur pour le public, c'est trop dark, tout ça. » Mais je ne l'ai pas fait, moi. Dans mes films, il n'y a pas... tu sais, oui, il y a la guerre dans The Good Life, mais il n'y a pas... je pense qu'il faut que j'explore ça, mais avec la même humanité. Wow, ça, c'est intéressant. Je te souhaite tellement ça. Tu as tellement de projets. Plus que je pense que toi-même, tu l'imaginais. Probablement. Mais tu vois, je savais que j'ai bien fait de venir ici. Oui, moi, je te sens allumée, passionnée, faisons plein un pacte de projets. Oh mon Dieu, c'est quoi notre pacte? Sans dire qu'on va faire la leçon de piano. J'ai d'ailleurs dîné avec Jane Campion. Ah oui? Elle est comment? Elle est tout ce qu'on pense d'elle, c'est-à-dire intelligente, charmante, posée, calme. Mon beau-père était coproducteur de son dernier film, The Power of the Dog. Oui. Donc, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Mais non, mais sans dire on va faire une leçon de piano, parce que c'est très ambitieux et peut-être même un peu... c'est prétentieux. Non, mais j'ai jamais dit que j'allais faire ça. Non, mais c'est une formulation, c'est une formulation. Souhaitons-nous dans les 3-4 prochaines années de faire un prochain film personnel sans trop de compromis, sauf ceux qu'on doit faire à cause des ressources. Puis je pense qu'il faut être ouvert à ça tout le temps. Souhaite. Mais je te le souhaite aussi. Je te le souhaite. Avant que tu quittes, j'ai un petit cadeau pour toi. Tréma, t'offres une belle pause de café. T'as toutes les... Là, t'en as pas pris parce que t'en avais déjà bu. Non, mais je l'aime, le drink. J'en avais dans mon frigo, puis je l'ai tout bu. Ben, tu vois. Donc, merci, c'est un très beau café. Parce que je suis pas capable d'écrire sans café. Sérieux? Mais j'en prends un par jour. T'écris de jour, de soir? Matin seulement, puis passer 11 heures le matin... Il n'y a rien d'intéressant qui peut sortir de ma tête. C'est quoi ta routine? Tu te lèves le matin? Les lunchs de ma fille, les déjeuners de tout le monde. Et après ça, je m'en vais au café. Je ne peux pas travailler à la maison. Il faut que je me sente entouré. Il faut qu'il y ait du bruit. Il faut que... Ouais. Puis là, jusqu'à 11 heures? Jusqu'à 11 heures. Puis après 9 ça, à 11, de 8 à 11? Je fais toutes les tâches prosaïques. Ouais, c'est ça. Je dirais de 8h30 à 11, c'est le temps d'écriture. Puis le temps d'écriture forcé, c'est-à-dire si j'ai des dépôts, s'il faut que je finisse le scénario, là, je peux travailler toute la journée. Mais plus de 3h30 d'écriture par jour. Et tu fais ça tous les jours? J'essaie, ouais. Je t'admire. Ouais, non. Non. Mais, Philippe, est-ce qu'on est devenus des amis aujourd'hui? Oui, mais là, moi, j'allais dire que si, je sais pas si c'est tellement mystérieux ton projet, si éventuellement tu te cherches conseiller à la scénarisation ou un scénariste, moi, j'ai quand même ça comme métier dans la vie. Mais il faudrait que tu m'en parles plus que ça. Là. Je sais. Laisse-moi perdre ma petite pudeur, là, puis je prends ça en note. OK. Merci pour ton offre. Ciao. Belle rencontre. Merci beaucoup. Oui, pareillement.